Donc nous sommes arrivés au troisième atelier de notre opération Plus fort après la crise. Et aujourd'hui, on peut démarrer peut-être par ça, Slimane Bouraï. Nous ne devions pas. Alors, nous sommes dans les locaux de la FAIDAM. Vous connaissez peut-être cette salle puisqu'on avait déjà animé le deuxième atelier, ou le premier atelier, pardon, le deuxième, non, le premier, le plus fort après la crise, le premier. C'était le deuxième, pardon. Et nous devions être dans une entreprise, enfin une entreprise, une association participante à cette opération qui est l'association Monsieur Vincent qui gère deux établissements à Metz qui est sous votre couvert la résidence Saint-Vincent et la résidence Saint-Maurice à Beltanche. Et pour des raisons sanitaires, dans l'urgence, dans la journée d'hier, on a modifié notre dispositif puisque nous ne pouvons plus accéder aux locaux et pour des raisons sanitaires, on a décidé de faire d'avoir d'être solidaire avec eux, puis de prendre la prudence de ne pas rentrer dans leurs locaux pour des raisons de protection des résidents, etc. Est-ce que Slimane Bourrec, vous pouvez nous en dire un mot sur un peu l'urgence qu'on vit actuellement? Effectivement, bonjour à tous. Effectivement, on est dans une situation de crise qui a été déclenchée hier matin, mais qui s'est confirmée hier après-midi. Et notre réactivité a consisté à essayer de tout faire pour maintenir cet événement important pour vous, important pour nous. Donc, il était de notre devoir d'être prudent, autant pour les structures qui participent à cette opération collective que pour nous-mêmes et puis pour les intervenants. Donc, sage décision qu'on a prise. Et on remercie de fait l'association Afaïdam qui nous accueille au pied levé dans cette salle pour pouvoir tenir cet atelier. On rappelle dans l'esprit qu'on est dans une phase atelier, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de conférencer, de trouver des solutions immédiates, mais c'est de continuer à produire un peu des réponses possibles, à dialoguer sur des réponses possibles, sur un thème particulier qu'on va citer tout à l'heure, mais peut-être juste avant de démarrer, vous rappelez un peu le dispositif dans lequel nous sommes. Il y a sur ce plateau, alors il devait y avoir, il y aura une entreprise témoin, la SPDT, représentée ici par son président, c'est ça, Didier Bauer, mais aussi des experts. L'un est en ligne, c'est Claude Cunego. Merci Claude de votre appui à ce rendez-vous. Et un deuxième expert qui aura un point de vue, enfin un point de vue complémentaire, qui est médecin du travail à la retraite, Bernard Bétain, dont on aura besoin de son expertise sur différents sujets. Mais sans plus attendre, là, je suggère à Patrice Bourset de nous rappeler peut-être, alors, je crois que plusieurs participants ont déjà un peu, comment dire, compris probablement ce dispositif, la manière dont cette opération fonctionne. Peut-être que vous pourriez nous dire, plutôt que de rappeler le dispositif, Monsieur le Président, qu'est-ce que quelque part le club attend et compte faire un peu du début de résultats qui commence à se produire? Est-ce que finalement vous envisagez avec les travaux qui sont faits en matière peut-être d'aide aux entreprises, aux adhérentes qui sont au niveau du club? Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette opération est très importante pour le club. En fait, pour le club, c'est une première. Cette réponse à un appel d'offres de l'ANACT, l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, ce travail, en fait, a pour but essentiellement de tirer, je dirais, quelles sont les clés de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, puisque nous sommes malheureusement pas sortis de l'auberge, si j'ose dire. Donc, quelles sont les clés? Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de tout ce qui s'est passé? En gros, quelles ont été les réactions négatives, les réactions positives, quelles préconisations, quelles leçons globalement peut-on tirer de façon à bénéficier, je dirais, de tout ce que l'on retire généralement en cas de crise. Et on sait que très souvent, l'histoire a prouvé que l'on progresse de crise en crise généralement. Or, celle-ci, elle est tout de même, reconnaissons-le, relativement importante. D'abord, elle est mondiale.
Ensuite, elle nous touche tous dans ce que nous avons finalement de plus cher, là, quelque part, la santé. Et donc, effectivement, il y a certainement de très, très nombreuses choses à mettre en évidence, à découvrir pour effectivement en tirer parti. Alors, pour le club, que je le disais, c'est une première, mais je crois que nous faisons, grâce à cette opération, la démonstration que nous pouvons faire, je dirais, d'autres choses que pas péjoratif, bien sûr, puisque c'est l'un des atouts du club, c'est de l'animation festive la plupart du temps. Là, nous faisons, je dirais, dans le très sérieux. Et donc, c'est pour le club une occasion de montrer que nous pouvons aussi, dans des choses beaucoup plus sérieuses, apporter à nos adhérents un réel service. Donc ça, c'est important pour le club. Et puis, troisième point, pour le territoire. Le club a la chance, finalement, je dirais, d'être situé sur l'un des fleurons du territoire, à savoir le Technopôle. Le Technopôle qui a une infrastructure tout à fait remarquable aujourd'hui et dont l'attractivité est certaine. Bon, alors nous essayons d'ajouter à cette infrastructure, je dirais, de fait, nous essayons de montrer que non seulement on a tout ce qu'il faut pour accueillir de nouvelles entreprises, mais que nous pouvons même être à l'écoute de ce qui se passe, je dirais, du point de vue humain, au niveau des relations de travail, des relations sociales. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut dire peut-être pour mettre en situation ce que nous faisons aujourd'hui et que nous allons d'ailleurs continuer, puisque, comme tu l'as dit, Jean-Michel, cet atelier est le troisième d'une série de 5. Donc, nous en aurons encore 2 d'ici le début de l'année. Et puis, bien sûr, après, il y aura cette grande période, cette troisième période attendue de restitution générale qui nous permettra de faire bénéficier non seulement à nos adhérents, mais même, on le sait, le club est toujours ouvert à tous ceux qui seront intéressés. On fera cette fois-ci des manifestations comme nous savons les faire pour finalement donner à tous quels sont les enseignements à tirer de ce travail. Alors évidemment, je tiens à remercier aujourd'hui plus particulièrement Pauline, qui est dans l'ombre de la régie. Qui est de l'autre côté des caméras. De l'autre côté des caméras, c'est ça. Et donc, parce qu'elle est aujourd'hui toute seule, Élodie ayant un empêchement de santé. Donc, félicitations à Pauline qui prend ça avec beaucoup de sérieux toute seule et beaucoup de compétences. Voilà. Alors, ça permet de dire aussi que le club, du coup, s'est lancé dans les questions numériques, un peu malgré, c'était pas forcément une programmation, mais c'était de fait, c'est-à-dire que les questions sanitaires vous ont aussi poussé à pousser le club lui-même à innover sur des actions différentes, des modalités différentes, et du coup, je crois que vous avez acheté des câbles, des accessoires, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire, on va dire, de l'événementiel et des choses de qualité, mais avec d'autres supports, Monsieur le Président. C'est une des réactions du club, effectivement. Le club, lui, a réagi de cette façon-là, je dirais, à ce qui s'est passé, n'ayant plus la possibilité d'intervenir en présentiel, comme on dit, et donc de réunir les gens, ce qui est quand même son cœur de métier, faire des rencontres réelles. Ben, on s'est évidemment mis, comme d'autres, au numérique. Par contre, nous mettons un point d'honneur à essayer de faire des choses de qualité. Alors, comme vous le voyez, effectivement, nous vous proposons une image de qualité, un son de qualité, et ce n'est pas forcément évident tout de suite. Il faut tout de même réfléchir au type de matériel qu'il faut acheter, au type de façon de procéder. Et je crois qu'actuellement, nous en tirons pas trop mal et nous allons encore évidemment nous améliorer, sachant qu'évidemment, on ne peut pas non plus se payer un studio de télévision, mais voilà. Donc, nous avons acquis un minimum de matériel
effectivement toute une câblerie, une table de mixage, un projecteur vidéo, enfin bon, tout un tas de choses qui permettent de faire presque comme une régie de télévision. Voilà. Merci Patrice Bourset pour cette introduction qui nous permet de donner un peu une perspective à cette action. On le rappelle, on est dans un atelier à ce moment-là. On vous suggérait aussi du fait un petit peu des réajustements, de réajuster juste l'horaire. On avait prévu un travail sur 8h30, 10h30. On vous suggère de faire ce travail sur l'espace 8h30, 10h, puisque le témoignage de Mme Malassi, on n'aura malheureusement pas l'occasion d'en bénéficier. On verra peut-être une autre modalité pour en bénéficier à un autre moment. On réussira à rattraper les choses. Et donc, voilà, un travail un tout petit peu plus dense, sur un temps un petit peu plus court, mais toujours de très très bonne qualité. Juste un petit zoom, je propose à Muriel Keller, qui était une des 3 intervenantes avec Slimane Bouraï sur cette opération. 3 intervenantes, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui se sont impliquées dans l'analyse de 10 cas d'entreprise, enfin 14 en tout, mais 10 en particulier, dans lesquels il y a eu du temps de passer dans les locaux avec des personnes pour entendre des controverses, des avis, constater des choses sur la manière dont les entreprises traversent cette crise. Peut-être juste un petit zoom, Muriel Keller, est-ce que vous pourriez nous dire quel était l'intérêt de faire une rétrospective, c'est-à-dire de poser des questions sur la mémoire que nous avions, la manière dont nous avons traversé. Oui, Jean-Michel, absolument, c'est un travail qui est assez fondamental parce que, comme le disait tout à l'heure Patrice Bourset, le président du club, on va sortir de cette crise en ayant appris des choses, mais à condition d'avoir pris le temps de la réflexion. Et je pense que c'est vraiment une condition qui permet de transformer une épreuve en apprentissage. Et c'est ce qu'on a proposé en tant que, alors pour ma part, membre du club depuis une 30aine d'années et acteur du territoire, parce que j'ai été dirigeante aussi sur le territoire pendant près de 25 ans. Donc, c'est vraiment l'opération qu'on a souhaité avec Jean-Michel et Slimane, avec Jean-Michel Schweitzer et Slimane Bouraï, proposer aux entreprises. C'est-à-dire profiter vraiment de cette chance d'apprendre de l'épreuve qu'on traverse tous ensemble. Et puis que chacun traverse aussi de façon singulière et individuelle. Est-ce que tu veux que je rappelle les thématiques des 2 prochains ateliers? Parfait. Alors, je voudrais aussi quand même rajouter au propos de Muriel que, vous m'entendez, hein, que ça a été vraiment un travail riche, intéressant, interactif, et que finalement cette opération a permis aussi de donner la parole au vécu de cette crise, au personnel, aux acteurs, aux dirigeants, aux managers. Et en cela, ça constitue une richesse dans les éléments cliniques, dans les processus en œuvre, et c'est aussi le sujet de cet atelier, ces processus à l'œuvre pour pouvoir dépasser, se dépasser et essayer quand même d'avancer. Maintenant, concernant les 2 derniers ateliers, le prochain, il est mercredi et il concernera le travailler en collectif, le dialogue social et communicationnel, mercredi prochain. Et le tout dernier, on aura l'occasion de vous en parler mercredi, mais il sera courant janvier, pour être précis, le 15. Merci Muriel Keller et Slimane Bouraï. On peut peut-être préciser pour les ateliers que nous serons chez Gris Découpage mercredi prochain, avec le témoignage de Gris Découpage et de Bluepad, 2 entreprises qui n'ont pas grand-chose à voir du point de vue de l'activité, mais qui sont tout à fait complémentaires du point de vue des observations qu'on en a faites. Et le dernier en janvier, je pense que ce sera nos amis de Mathieu Hébard et de ABS Métallurgie. Nous serons accueillis chez ABS Métallurgie, de mémoire, je crois que c'est autour du 15 janvier. Donc voilà, les ateliers sont très rapprochés, ce qui fait aussi qu'il y a peut-être des confusions de dates, etc. C'est pour ça que nous les rappelons. Et parmi ces entreprises-là, si on résume l'opération, on a été dans de la recherche, de la compréhension de la manière dont les entreprises diverses et variées ont traversé la crise. Et naturellement, l'idée, c'est de s'attarder quand même sur des situations particulières, parce que la crise a été peut-être, comment dire, le virus circule partout, mais il a impacté, on va dire, les secteurs économiques, les structures de manière relativement différente, parce que les organisations ne sont pas les mêmes, les activités ne sont pas les mêmes. Il semblerait même qu'on ait classé les activités plus ou moins importantes, on va dire, en fonction naturellement des barrières de protection qu'on a voulu en mettre.
qu'on a voulu mettre. Et on a la chance aujourd'hui de bénéficier de la présence du président de la SPTT, Didier Bauer, qui, dans un premier temps, on va nous dire, mais comment comment vous êtes rentré dans cette crise, qu'est-ce qui s'est passé à la SPTT, alors que la SPTT, je crois qu'on va pas la présenter, c'est un peu comment on dit, une institution sur Metz, du point de vue du sport. Enfin, je crois que tout le monde connaît en tout cas vos activités, mais la première question pour vous est vraiment comment, en quelques mots-clés, l'entrée dans cette crise et la traversée de cette crise dans laquelle on n'est pas encore sorti. Les annonces d'hier soir du Premier ministre sont encore une fois pas très bonnes non plus pour les activités, j'entends. Comment s'est passée cette rentrée de crise et comment vous vivez actuellement cette situation? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci effectivement d'avoir convié, même si on est connu et on a une référence. Merci de ce point de situation. Merci d'avoir convié la SPTT parce qu'effectivement, on est un club malgré tout atypique dans le sens où on est omnisport. Et ça, c'est déjà une première contrainte que Muriel a très bien analysée. Je tiens à la remercier pour son travail introspectif, mais aussi de restitution par rapport à ça, parce qu'il sera franchement à tous dirigeants du club très utile. La SPTT, malgré tout, en quelques mots, c'est plus de 3000 membres. Donc, c'est déjà une composante lourde quand on a 3000 personnes qui sont, comme il a été dit, des usagers, des personnes qui viennent consommer une vingtaine d'activités différentes. Donc, dans des conditions pratiques qui sont nécessairement totalement différentes. Vous prenez le tennis, par exemple? Le tennis, c'est effectivement emblématique parce que ça représente un peu moins du tiers de nos adhérents. Donc, c'est ce qu'on voit lorsqu'on arrive au club d'une manière le plus forte. Mais ça va sur les activités totalement diverses, des échecs, du judo, du basket et des sports nouveaux, mais aussi des sports qu'on pratique en extérieur. Hein, sport co, sport de combat. Qui ont été, je crois, impactés de manière différente sur les pertes de licence, c'est ça? Tout à fait. Alors, évidemment, on n'a pas encore le bilan définitif parce que le bilan, on comptait le tirer à la sortie du premier confinement et à la reprise de septembre, mais cette reprise, elle a été brisée, il faut être clair, en plein vol, hein, finalement. Donc, pour l'instant, d'une manière générale, on est à peu près sur du moins 20% au niveau des licences. Et encore, c'était un bilan à date, c'est-à-dire que peut-être des personnes ne reviendront pas encore une fois, parce que cette fois-ci, ils diront, bon, écoutez, une fois, ça suffit, on a payé, on a vu, là, on ne sait pas si on doit réadhérer. Même si on peut s'attarder sur ce point-là, Didier Bauer, est-ce que ça veut dire que à l'occasion du premier confinement, il y avait encore l'espérance qu'il y ait une reprise, que finalement les adhérents, les sportifs, quelque part, projetaient de pouvoir, reprendre quelque chose, donc quelque part, on se serrait un peu les coudes pour pas dire qu'on se serrait les fesses. On était attentif à un point de reprise et que là, il y a peut-être un point d'horizon qui est beaucoup plus éloigné et que ce faisant, on se demande s'il ne faut pas laisser passer la saison 2020-2021 avant de reprendre une carte dans une fédération ou dans une licence particulière. Alors, c'est une vraie question. Je pense que chacun des adhérents a sa propre réponse par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une attente par rapport au sport. Donc, on est plutôt, malgré la situation, optimiste pour le futur. Il y aura des pertes d'adhérents, mais il y a une telle frustration que certains de nos adhérents nous expriment par rapport à la non-pratique possible du sport, voire parfois une incompréhension, faut être clair. Hein. Pourquoi le sport, qui est vecteur de santé, hein, mais les personnes qui m'entourent le savent mieux que moi, pourquoi, même dans des conditions sanitaires protégées, on ne peut pas pratiquer ce sport-là. Je veux dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se mettre en opposition par rapport à d'autres activités commerciales, parce que la vie économique, la vie sociale, c'est un tout. Mais lorsqu'on se dit qu'on ne peut pas entrer sur un terrain de tennis où en surface on met 2 personnes ou 4 personnes au maximum, je veux dire, on ne le comprend pas. Alors que la pratique, tant au niveau moral qu'au niveau physique, ferait le plus grand bien par rapport à ça. Vous nous dites que quelque part, l'activité sportive est une activité qui est qui est désiré, il y a un désir de vitalité finalement. Alors on viendra peut-être sur ce point avec notre appui en ligne, notre expert Claude Cunego, mais il y a un désir d'activité, il y a une dimension absolument vertueuse en pratique du sport et vous êtes vraiment sur une activité du coup empêchée. Tout à fait, tout à fait. Il y a cette frustration ultime qui parfois même se traduit en résignation, hein, dans l'idée. Hein. Il y a des gens qui nous écrivent. Il y a une compréhension parce que on sait bien tous qu'on est plus victime qu'eux, mais d'un autre côté, il y a un moment donné, il y a une volonté de dire stop, laissez-nous au moins vivre, laissez-nous pratiquer du sport quelque part, que des sports comme les sports de combat, d'hyper proximité,
salle, et je pense qu'au niveau du judo et même du basket, ils le comprennent, encore qu'il faut avoir un entraînement physique quelque part. Il y a toujours une solution dans laquelle les différentes fédérations ou les différents dirigeants de nos sections peuvent trouver une solution. Mais je ne peux pas différencier. Moi, en tant que président omnisport, grosso modo, c'est tout ou rien. Je peux pas commencer à dire j'ouvre la porte à X et je la ferme à Y, parce que alors là, ça serait plus gérable. Kickboxing ou tir à l'arc, on n'est pas dans les mêmes contraintes de transmission, enfin, pardon, possibilités de transmission du virus, c'est ça? Oui, enfin, j'ai pas ces deux activités-là, mais je vais y songer. Mais effectivement, on a des sports qui sont pratiqués dans des conditions totalement différentes. Et voilà. Donc, l'approche sanitaire n'est pas du tout la même, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous dire, Didier Bauer, comment concrètement ça s'est passé sur le plan de votre organisation? Parce que derrière, c'est pas que des adhérents, c'est vous avez des structures physiques pour réaliser vos activités, des équipements, c'est comme ça, des équipements. Tout à fait. Vous avez aussi des salariés, tout à fait. Quelque part dans lequel il y a une relation professionnelle avec un contrat professionnel, donc c'est pas simplement un lieu de loisirs, ce cas il n'y a que des bénévoles, mais vous avez aussi, j'imagine, un gros réseau de bénévoles derrière. Tout à fait. Dites-nous très concrètement comment s'est passé ce moment de crise dans lequel il y a eu quand même des informations diverses et variées, mais on comprend, on jette la pierre à personne, mais avec des consignes qui ont changé en fonction de l'évolution de l'épidémie, en fonction du contexte épidémique. Comment vous êtes organisé, comment vous avez réussi à malgré tout organiser quelque chose, tenter de contenir de l'activité, de maintenir de l'activité? Comment vous préparez éventuellement à la réouverture? Sur le plan de l'interne de l'organisation, comment ça s'est passé avec vos équipes? Oui, alors il y a beaucoup de questions dans votre question, à vrai dire. On va commencer par le début, c'est-à-dire le vendredi 13 mars. Donc brutalement, on apprend effectivement cette crise sanitaire et on décide, nous sommes propriétaires de nos installations. C'est à la fois une chance et une contrainte. C'est une contrainte au niveau de l'entretien. On va y venir parce que pendant cette période-là, on a une partie du personnel de l'entretien qui a dû venir sur site pour continuer à le maintenir un minimum en l'état. Par contre, 13 mars, l'ensemble des salariés a été mis en chômage partiel. C'est l'équivalent. On a 3 typologies. 9 salariés directs qui, eux, sont en chômage partiel total par rapport à ça, quasiment, à part la direction et l'entretien. Ensuite, on a des bénévoles qui tournent autour de nous, qui vivent majoritairement des activités que la SPTT-MES leur procure. Donc, eux sont retrouvés, par définition, en n'ayant plus de cadre de travail, dans l'impossibilité d'exercer. Et troisièmement, c'est 120 à 150 bénévoles quand même, là aussi, qu'on a du jour au lendemain dû arrêter, voilà, et qui eux aussi expriment une frustration très très clairement. Donc tout ce monde s'est arrêté au 13 mars. On l'a repris progressivement au fur et à mesure de la reprise potentielle des activités, mais ça s'est à nouveau brisé. Donc on est dans un schéma où pendant la crise, on a cherché à rester en contact avec nos adhérents. On a créé, vous parliez d'initiatives, le président Patrice Bourset, que je salue, a pris des initiatives au niveau de l'achat, par exemple, de matériel. Nous, on a créé une chaîne YouTube pour qu'il y ait un lien. Cette chaîne YouTube, il y a environ, je crois, 300 personnes qui la suivent avec des activités physiques qu'on leur a proposées à distance, au moins pour rester dans le rythme. Mais objectivement, c'est un ersatz, très très clairement. Le sport, c'est le sport réel, c'est le sport dans la convivialité, c'est se retrouver aussi au clubhouse après. C'est le contact, bien sûr, dans tous les sens du terme. J'imagine que la vitalité, l'idée, c'est de se mettre en mouvement, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le numérique est quand même limité sur la question du mouvement. Le numérique est momentané, quelque part. Faire du tennis dans son salon, ça marche pas bien. J'ai essayé, voilà, le résultat est quand même lamentable. Donc, évidemment, le principal, c'était une activité physique d'entretien, de fitness et autres, ou dans le jardin pour ceux qui pouvaient le pratiquer quand c'était possible. Mais je donne une aberration à l'heure actuelle. La Fédération française de tennis nous autorise la reprise du tennis, mais en extérieur. Voilà. Donc, on la remercie. Hein. On sait bien qu'ils sont eux aussi contraints, et franchement, dans les conditions, voilà, c'est donc ce matin, chez nous. Vous avez dégelé, ce matin, oui, effectivement, je vais y retourner un petit peu derrière, d'où ma contrainte pour partir, passer le chasse-neige. Comment Didier Bauer, quand vous avez une telle vitalité, un tel souhait quelque part de maintenir l'activité, de maintenir la dynamique, alors vous avez une structure qui engage autant de bénévoles, de professionnels et de licenciés, etc. Comment vous faites malgré tout avec tous ces obstacles que vous avez devant vous pour maintenir à minima quand même, alors le lien, vous nous avez parlé, mais une dynamique, un peu réussir à projeter quelque chose dans l'avenir qui est positif et pas se résigner à une situation qui pourrait vous faire dégringoler dans un marasme et une morosité immense.
Alors là, la question n'est pas facile. Comment on se projette quand on n'a pas de visibilité? On le fait par petits pas d'un côté, mais on continue à porter des projets. Je veux dire, on a eu un appui, il faut le dire, très fort du conseil départemental qui a été présent financièrement à nos côtés, parce que je ne sais pas si on aurait pu passer la crise à long terme par rapport à ça. On a eu un appui de la fédération, de notre fédération. Il y a une fédération française, les ASPTT, qui régulièrement nous a conseillé par rapport à ça. Mais la barrière du physique est claire. On est en train de porter un projet qui a plus de 120 000 euros. On est en train de créer 2 cours de paddle, qui est une pratique d'un sport montant en France. On continue à investir. Donc, c'est aussi envoyer ce message d'investissement dans lequel on croit. Ces cours devaient être inaugurés, je ne sais plus à quel temps le prononcer, début janvier. On s'adaptera encore au fur et à mesure. On espère, avec l'arrivée des beaux jours, au fur et à mesure, faire des pratiques effectivement réelles en extérieur. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le club, quelque part, dans le temps. Le sport n'était pas considéré. Il y a eu récemment une pétition au niveau national de plus de 98 fédérations qui sont réunies pour dire SOS, sport en danger. Et c'est l'état aujourd'hui, la situation. Le sport est en danger et la considération du sport et celle de la culture, parce qu'on parle beaucoup de la culture à juste titre. Je suis consommateur de culture. J'avais envie, je comprends que je dois être confiné, mais à un moment donné, la culture, c'est une respiration mentale. J'en ai besoin. Le sport, avant d'être une respiration physique, c'est une respiration mentale. Et on est à l'arrêt. Alors, j'imagine que dans les activités, vous avez des activités dites de loisirs, c'est ça? C'est-à-dire que des gens qui pratiquent le sport pour leur loisir, etc. Mais vous avez peut-être aussi des gens qui sont dans des trajectoires un peu plus sportives. Je ne sais pas si vous avez des sportifs de haut niveau qui se préparent. Et ce faisant, l'immense paradoxe, c'est les JO à Paris, c'est en 2024. Et 2024, c'est très bientôt. C'est dans 4 ans. C'est-à-dire qu'une trajectoire sportive, c'est pas du jour au lendemain que ça se prépare. C'est sur du long terme. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des athlètes messins qui seront au JO 2024. Mais néanmoins, pour tous ceux qui compétitent, c'est aussi une trajectoire qui est tapée, qui est brisée. Tout à fait. On commence à voir les annulations ou les reports des compétitions internationales. Vous dites qu'on n'aura pas d'athlète au JO de Paris. Il y en a un qui est mondialement connu, c'est-à-dire Hugo Humbert, tennisman de très haut niveau, puisqu'il est dans les 30 mondiaux et il est toujours resté fidèle à la SPTT Metz. Ça, c'est des préparations qui sont vraiment du haut niveau, là, en la circonstance, qui peuvent encore se gérer, puisque la reprise pas des compétitions, mais des entraînements pour les athlètes de haut niveau est tolérée dans des conditions. Mais là, on parle du sommet de la pyramide, quelque part. Tous nos autres compétiteurs. Mais néanmoins, si vous permettez, c'est comme des tracteurs, c'est-à-dire c'est des gens quelque part donnent envie. Tout à fait. C'est des gens qui nous font rêver quand on voit encore. Alors, les handballeuses Lessine joue ce soir en équipe de France. Oui. On loupe pas ça à 18h15. Publicité. Oui, tout à fait. C'est comme ces gens-là qui tractent l'idée d'un bien sûr qui est positif, qui est intéressant. On est d'accord. Ça nous coupe un petit peu de cette dynamique. Parce que la SPTT a toujours eu cette trajectoire, effectivement, comme vous le dites, de haut niveau, c'est-à-dire c'est un club où la compétition fait partie de l'ADN. Donc les jeunes qui adhèrent chez nous sont dans cette optique de pratiquer au mieux leur sport favori. Et effectivement, c'est brisé. On a le centre de formation de Metz Handball chez nous. Ils sont à l'arrêt à l'heure actuelle. Donc ils viennent une fois ou 2 fois maintenant encore, c'est toléré, alors qu'ils venaient 6 ou 7 fois avant. Donc là aussi, je veux dire, cette image-là, du haut niveau, elle est un peu cassée à l'heure actuelle. En grande difficulté. On se trouve bien parce que vous avez été la personne qui est intervenue à l'SPTT et qui vous disait que c'était intéressant pour les visiteurs. On comprend ce qui nous arrivait, tirer un petit peu les leçons, c'est pas fini. On en convient, mais néanmoins, c'est intéressant de se faire secouer, ballonner par la tempête et de garder le cap, garder un cap quand même si le cap est probablement réajusté. Est-ce que dans une description de Didier Bois de la situation de SPTT, vous avez retrouvé ces mêmes éléments intervenus? Oui, bien sûr. Mais je voulais aussi insister sur des éléments quand même très positifs. C'est-à-dire qu'on a aussi un club qui est plein de projets. Et en particulier, il y a quand même un gros projet qui a vu le jour cette année. C'est le projet du centre de formation, qui est quand même quelque chose d'extrêmement positif et de très porteur à la fois pour le club, mais pour la fédération et aussi pour le territoire messin. Donc ça, c'est une première chose que je voulais Didier Boer, vous pourrez certainement nous en dire 2 mots. Et je voulais aussi dire qu'au-delà même du club, il y a aussi tout ce rôle social dans la cité qui est particulièrement important, puisque le club intervient aussi au niveau des scolaires.
Donc ça, c'est aussi un rôle important hein, d'acteur du territoire et intervient aussi au niveau, alors je crois savoir de mémoire au niveau du judo en particulier, à des projets avec les jeunes porteuses de handicap. Donc on n'est pas que sur une activité de loisir, on est aussi sur une activité qui fait sens au niveau d'un territoire. Voilà, Didier Boer, je vous laisse la parole peut-être sur ces 2 points. Alors, le centre de formation, merci Muriel de le repréciser, de le remettre au centre. Effectivement, c'est une initiative qui est faite, comme tu l'as dit, en liaison entre le club et la fédération ASPTT. C'est le 2e en France qui a été ouvert après Grenoble, à Metz. C'est un combat d'agrément qui date de 3-4 ans, donc c'est lourd. C'est 12 personnes en première année qui sont formées au métier du sport au sens large, parce qu'aujourd'hui, le métier du sport, c'est pas que sur le terrain, c'est tout un ensemble, allant la psychologie, le physique, l'accompagnement global par rapport aux jeunes. Donc, ce projet, il continue et on a décidé de le maintenir effectivement pendant la période-là pour que les jeunes qui soient diplômés sortent au mois de juin prochain, malgré les conditions, un diplôme en poche. Et il y a eu un fort engouement par rapport à ça, donc labellisé par Jeunesse et Sport, donc par l'État français. Donc ça, c'est un vrai travail qui a été fait. Le deuxième que tu citais, c'était Muriel ? Sur le rôle social dans la cité. Le rôle social. Alors, le rôle social, c'est vrai que parfois, on regarde la SPTT par le haut de la pyramide, justement. Mais il y a effectivement tout ce travail qu'on fait avec la mairie, avec le conseil départemental, d'accueillir des jeunes, d'accueillir aussi des jeunes en difficulté. On travaille avec une association qui est connue, puisqu'elle est portée par Yannick Noah, qui s'appelle Faites le Mur. Donc, où on travaille en liaison avec les jeunes en difficulté dans les quartiers, et en particulier Borny, qui jouxte la SPTT. Il y a tout ce travail de fond. Il y a aussi tout ce travail d'accueil. On parlait des bénévoles tout à l'heure. Sans eux, ça serait pas possible. Et effectivement, tout au long de l'année, on reçoit des écoles aussi qui viennent s'entraîner chez nous, etc., etc. C'est la partie non visible de l'iceberg, mais qui représente finalement, comme un iceberg, plus de 80% de l'activité. Et merci de l'avoir souligné, Muriel, par rapport à ça. Le sport, du coup, c'est une activité empêchée qui, à la fois, est un tissu absolument indispensable, extraordinaire sur le territoire de liens sociaux, d'inclusion de différentes populations qui se croisent, etc. Mais c'est aussi, du coup, le support de trajectoires qui sont des trajectoires de haut niveau. Et ce faisant, je vous propose d'ouvrir la discussion avec quelqu'un qui a fait peut-être du soutien aux sportifs de haut niveau un peu son métier. Enfin, vous allez nous dire ça, Claude Cunego. Claude Cunego, comment vous présentez ? Vous êtes préparateur mental, vous êtes aussi qualifié en sophrologie. Et juste pour introduire la question, il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette crise-là. Il y a quelques jours, un jeune que je crois vous coachez au niveau mental du centre d'entraînement acrobatique réussit à faire médaille d'or à la Dutch Open, qui est une compétition européenne de trampoline. Il est messin, c'est un jeune homme en première année de l'École nationale d'ingénieurs de Metz, à quelques pas d'ici. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des trajectoires qui sont maintenues. Comment, dites-nous déjà, qu'est-ce qui se passe dans les trajectoires des sportifs, alors en particulier sur haut niveau, puis on parlera après on reviendra sur le sport un peu loisir pour tous, mais qu'est-ce qui se passe déjà dans les trajectoires de haut niveau dans cette situation pandémique ? Est-ce que c'est simple pour les gens qui sont sur des trajectoires de haut niveau et sur des trajectoires compétitives ? Est-ce que c'est simple de tenir le coup dans ce moment épidémique ? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci pour votre invitation et merci de me donner la parole sur ce sujet. Alors, ça va être assez complexe de faire court, bref et généraliste parce qu'effectivement, en tant qu'être humain, on est tous différents, on a tous des fonctionnements qui sont différents. Et effectivement, j'ai envie de dire que je vais rejoindre un petit peu les propos du président, M. Bauer, c'est-à-dire qu'effectivement, le haut niveau, alors peut-être de manière un peu plus efficace sur ce deuxième confinement, mais les sportifs de haut niveau ont quand même une situation qui est privilégiée. On leur permet, en tout cas les sportifs, les quelques sportifs de haut niveau que j'accompagne peuvent s'entraîner. Alors certes, pas dans des conditions qui sont forcément idéales, mais peuvent s'entraîner et donc peuvent continuer leur progrès et peuvent continuer à préparer on va dire leur avenir et leur compétition. Ce qui n'avait pas forcément été le cas lors du premier confinement où ça avait été un peu plus compliqué pour eux parce qu'effectivement, dans un premier temps, tout avait été arrêté, sportifs de haut niveau ou pas. Et donc, si vous voulez, ce qui est difficile dans ces moments-là, et c'est notamment pour les sportifs de haut niveau qui s'entraînent forcément tous les jours, voire plusieurs fois par jour, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes.
Et notre cerveau, une fois que les habitudes sont en place, il les aime bien, ces habitudes. Et si à un moment donné, elles viennent à être cassées par un confinement, ben là, ça va être en fonction de la personnalité, du caractère et de l'identité de la personne. Euh, les réactions peuvent être variées. Il va y avoir les personnes qui s'effondrent, il va y avoir les personnes qui se battent pour essayer de s'entraîner. Et voilà, donc j'ai eu des situations qui pouvaient être différentes, des garçons qui continuaient à s'entraîner dans leur petite chambre, à faire de la muscu en compensation, qui se sont investis un petit peu plus dans le travail du mental, parce que du coup, ils avaient le temps et ils allaient faire leurs séances dans leur tête plutôt que sur le lieu d'entraînement. Et puis, il y a eu également aussi ceux qu'il a fallu aider pour garder du sens, en fait. Parce que, encore une fois, à un moment donné, s'il y a des habitudes, elles font sens, elles permettent de se lever le matin avec motivation. Et si ces habitudes explosent à cause d'un confinement et de la crise sanitaire, derrière, il y a la capacité d'adaptation de l'être humain. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Donc, soit on a un panel de compétences dans ce domaine et on va s'adapter un petit peu mieux, soit on en manque et à ce moment-là, ça peut être difficile. Il va falloir plus de temps. Mais en fait, le sportif de haut niveau n'en a pas forcément. Alors, si c'est par rapport au sportif de haut niveau, voilà les éléments que je peux vous apporter comme ça à volo. Après, pour monsieur et madame tout le monde, c'est différent. Même si ça reste sur le même principe, nos habitudes régissent un petit peu nos journées. Je pense à ma voisine qui a son petit chien, elle a l'habitude de rejoindre des copines dans un parc. Et sur le premier confinement, je me souviens, c'était un drame parce que c'était un moment qui jouxtait sa journée, c'est 2 fois par jour. Et ce moment-là était perdu. C'était le moment où elle rencontrait du monde. Alors au début, ça va. Et puis au fur et à mesure, encore une fois, soit on trouve des palliatifs, soit à un moment donné, ce moment qui disparaît, on fait un focus dessus. Et du coup, il y a de l'angoisse qui se met en place. Ce qui explique que parfois, certaines personnes vivent bien le confinement. Et puis, il y a d'autres personnes qui le vivent de manière catastrophique parce qu'il peut y avoir effectivement des angoisses qui se mettent en place. Si on ne réussit pas à trouver des éléments qui nous permettent de le vivre correctement, l'adaptation ne se fait pas bien. Alors, ça reste, c'est pas forcément une étude scientifique, mais je regarde c'en est même pas une du tout. Et là, tout le monde pourra peut-être donner son avis. C'est une impression que j'ai eue moi. Sur le premier confinement, très rapidement se sont mis en place des visios entre amis où les gens prenaient l'apéro, buvaient un coup, etc. Ça a duré un certain temps. Et puis tout doucement, tout ça s'est estompé. Non pas que si, en fait, les gens n'en avaient plus besoin, mais ça a été quelque part pour certains une façon de s'adapter. Et puis arrivé le moment où, OK, j'ai accepté le confinement, je le vis différemment. Et tout doucement, les choses s'estompent et on n'a plus forcément besoin de se rejoindre en visio pour boire un coup. Donc voilà un petit peu sur Allez-y, je vous donne la parole parce que quand je commence à parler, il faut me couper. Non, mais vous êtes dans le sujet, mais on aimerait bien que vous nous précisiez un point que vous semblez évoquer par la question, on va dire, des habitudes. Est-ce que vous pourriez, vous, qui êtes préparateur mental, creuser un petit peu plus cette question des habitudes? Qu'est-ce qui se passe chez l'individu qui a créé une habitude, je ne sais pas, d'aller à la SPTT tous les matins, de se lever éventuellement tôt, éventuellement de faire un footing avant de passer sur le cours, etc., d'entretenir son corps, de se motiver à faire quelque chose, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, on va dire, alors que ce soit du sport de loisir, du sport de haut niveau, en termes d'habitude, c'est quoi? C'est un phénomène biochimique, simplement c'est un problème d'agenda et d'organisation sociale. Qu'est-ce qui se passe en matière de motivation, démotivation quand on est sur des trajectoires alors de haut niveau ou du sport loisir? Et puis alors on pourra après du coup se poser la question de savoir si c'est transposable dans le champ de l'entreprise. Voilà, qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans le cerveau peut-être de chacun sur la question de la construction, déconstruction des habitudes? Alors, pour rester simple, une habitude, en fait, je vais encore une fois simplifier les choses, mais une habitude, c'est un chemin neuronal qui s'est mis en place, qui est devenu même une autoroute. C'est-à-dire que le cerveau, il n'a plus de questions à se poser, il prend ce chemin-là, il le connaît et il apporte du plaisir. Donc, ça régit notre journée. Et une fois que l'habitude est en place, le cerveau, il y va. Et quand, à un moment donné, on l'empêche de prendre ce chemin, il va être obligé de créer un autre chemin neuronal et dans un premier temps, ça passe certainement par une perturbation parce que du coup, puisqu'il y a cette habitude,
et le cerveau envoie les bonnes biochimies, hein, les hormones qui permettent de profiter de ce moment, le fait de ne pas y aller, c'est un petit peu comme quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui se force à y aller un petit peu. Ça va être difficile parce que son cerveau, lui, va essayer de le garder dans ses habitudes et donc de lui envoyer des biochimies pour lui dire reste sur place. À l'inverse, quelqu'un qui est sportif tout le temps, c'est s'il reste à la maison qui va être mal à l'aise. Donc là, à un moment donné, il y a un circuit, un chemin neuronal qui est créé avec des bonnes biochimies. On y va facilement. C'est facile, c'est installé. Et à un moment donné, boum, ça s'arrête. Donc à un moment donné, je ne peux plus faire ce qui me faisait plaisir. Donc il y a à un moment donné un message qui est envoyé au corps en disant coucou, il faut y aller. Parce que lui, là-bas, il y a une partie de notre cerveau qui n'est pas au courant de toute cette crise sanitaire, etc. Lui, il fonctionne comme d'habitude. Il envoie les hormones en fonction des besoins et en fonction des habitudes. Et si une habitude s'arrête, à un moment donné, c'est perturbant. Donc, soit on arrive à trouver une nouvelle habitude, donc le sportif, il peut faire… Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, le sport… c'est du contact, c'est effectivement la dépense physique, mais c'est aussi le clubhouse. En fait, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leurs valeurs, ça va dépendre de leurs croyances et de leur identité. Et il y en a qui peuvent effectivement compenser par du gainage chez eux. Si eux, c'est uniquement les endorphines qui les intéressent dans le sport, ils vont pouvoir compenser. Si maintenant, moi qui étais sportif amateur, moi, c'était le contact, effectivement. Donc, je pense que je serais resté chez moi si j'avais été jeune au moment du confinement. J'aurais pas fait du gainage, j'y serais pas arrivé. Donc là, en fait, ça va dépendre. Mais encore une fois, l'histoire, c'est que derrière, il y a besoin de mettre en place des nouvelles habitudes dans lesquelles je prends du plaisir. Et si j'y arrive pas, je peux tomber dans des états progressivement qui se compliquent. Et c'est ce que je disais, donc des sportifs qui peut-être se démotivent, ont des compétitions à préparer, ne peuvent pas les préparer et donc du coup se perdent un petit peu là-dedans. Et donc on parle de plasticité neuronale là-dessus avec un travail avec quelqu'un qui connaît un petit peu les principes de la préparation mentale, on va pouvoir éventuellement créer un nouveau chemin neuronal. Alors rien que le fait de dire à un sportif, bah voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être modifié et dans lequel tu pourrais prendre du plaisir, et on l'aide à fabriquer un nouveau chemin. Alors certes, plus on est jeune, plus c'est facile à créer, et plus on est âgé, moins les chemins neuronaux sont simples à créer, mais c'est possible. Donc, du coup, on peut travailler là-dessus, à créer de nouvelles habitudes, mais il faut y aller doucement parce qu'encore une fois, le cerveau, il a tendance à nous garder un petit peu dans nos habitudes et on peut s'y perdre, voilà, assez facilement. Alors, je ne sais pas, encore une fois, c'est quelque chose de complexe, j'essaye de faire le plus simple possible. J'espère que j'ai été clair et que j'ai répondu à votre question. Claude Cunego, on profite encore de votre présence quelques minutes parce que je sais que vous avez une contrainte et vous allez nous quitter parce que vous continuez aussi vos activités professionnelles. Je reviens quand même sur cette notion, moi j'apprends des choses, la notion de plasticité neuronale. Vous êtes en train de nous expliquer qu'au bout du compte, c'est pas qu'une question d'agenda ou de décision administrative du Premier ministre, tout ça. C'est la manière dont quelque part dans notre, j'essaie de vulgariser, de reformuler pour savoir si j'ai bien compris, notre cerveau, quelque part, a fait déjà l'effort de déconstruire les habitudes qui ont été installées, alors chez les sportifs, chez les scolaires, chez les travailleurs, etc. Et on reconstruit, comme vous dites, d'autres chemins. C'est ça, cette plasticité neuronale, c'est-à-dire que quelque part, cette pandémie nous pousse quelque part à une sorte d'agilité biochimique neuronale aussi pour pouvoir réagir, se réadapter, retrouver d'autres circuits pour pouvoir fonctionner. C'est pas qu'une question organisationnelle, environnementale ou extérieure, c'est une vraie question intérieure, c'est quelque chose qui se passe en soi. Alors oui, mais on a besoin des deux en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, il va y avoir besoin de faire une association entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, l'être humain en fait, il a cette particularité, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, c'est qu'il y a un monde intérieur et on est en contact. Ce monde intérieur est en contact avec le monde extérieur grâce à nos sens. Donc du coup, il y a besoin des deux. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut bouger quelque chose à l'intérieur de notre tête, effectivement, il va falloir bouger quelque chose aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une association des deux. Il ne s'agit pas de se dire une fois dans sa tête, bon, bah, c'est bon, je ne peux plus aller au tennis, du coup, je vais remplacer le tennis par du tennis à la play pour qu'à l'intérieur, tout se passe bien. Il y a vraiment tout un travail à mettre en place et un lien à créer entre ce que je ressens à l'intérieur, ce que je pense, les croyances que je peux avoir et ensuite ce que je mets en place à l'extérieur. Et vous parliez donc vous repreniez le terme de plasticité neuronale.
c'est quelque chose qui s'estompe un petit peu, notamment très nettement au moment de la puberté, mais c'est ce qui crée en fait l'identité. Et c'est ce qui avec notre identité d'aujourd'hui, on doit gérer la situation en fonction de notre âge. Et c'est pour ça qu'un enfant, il va s'adapter plus facilement parce que sa plasticité est juste hyper encore plastique, efficace et rapide. Voilà, un bébé, c'est 700 à 1000 connexions neuronales par seconde, pardon. Donc, vous voyez bien que les adaptations peuvent se faire très rapidement, ce qui explique un petit peu la complexité de remettre en place une nouvelle habitude chez un adulte parce que cette plasticité est réduite. Elle existe encore et la plasticité est valable. Là, il y a un médecin, je crois, sur le plateau, pourra confirmer que j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais que cette plasticité reste valable jusqu'à la fin de nos jours, même si elle s'estompe ou elle se réduit au fur et à mesure que l'âge avance. Oui, ce que vous nous dites, là, restez avec nous quelques secondes encore. Vous ouvrez, en tout cas, votre lumière nous ouvre à plein de questions et plein d'interrogations, et on bout sur le plateau d'impatience de les poser, mais dans différentes directions. Alors, je vais tenter d'organiser ça. Peut-être une première, puisque vous suggérez de passer la parole à Bernard Bétain. Merci, Bernard Bétain. Oui, bon. La question, du coup, que je vous poserai, juste pour rester, parce qu'on va dialoguer ensemble tout à l'heure là, sur des sujets un tout petit peu différents, mais à peine. Dites-nous juste sur cette question, enfin sur l'éclairage que vous donne à l'instant que Hugo, est-ce que dans le champ du travail, c'est aussi cette plasticité neuronale avec laquelle on est confronté, c'est-à-dire que par exemple, télétravailler ou travailler en présence au bureau, c'est pas la même chose. Travailler avec des collègues ou s'abstenir de travailler avec des collègues ou travailler à distance, c'est pas la même chose. Travailler avec des masques ou avoir des mesures de prudence, ne plus faire des réunions, se tenir à distance, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est aussi cette problématique de plasticité qui est convoquée en situation pandémique dans le travail? Je pense qu'on est dans les mêmes... oui, tout à fait. Et ce que je voulais juste dire, c'est vrai, effectivement, la plasticité neuronale, on a montré en fait que elle était tout au long de la vie, on pouvait cette plasticité exister, alors qu'il y a quelques années encore, on disait bon, bah ça se reconstruit pas. Et que tout à coup nous dit les jeunes sont plus agiles que nous. Oui, les jeunes sont plus agiles, mais à partir du moment où vous travaillez, vous reconstruisez des neurones, vous reconstruisez des voies. La capacité plastique elle est plus forte quand on est jeune, mais elle existe tout au long de la vie. Apparemment, ça a été démontré il y a quelques années. Et si on va un petit peu plus loin, peut-être que dans le champ du travail, ce qui se passe avec cette situation de crise sanitaire, c'est réorganisation d'activités, c'est suspension d'activités, c'est modification face au numérique plutôt qu'en présentiel, etc. Peut-être que ça veut dire que finalement, on fait l'effort supplémentaire de mieux le travail. C'est évident. De construire des règles du travail. C'est évident, ça demande un effort, effectivement. Changer le travail, ça changer ses habitudes, changer le travail, ça demande un effort, ça demande de réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec quels moyens on peut les faire. Et donc, il faut avoir ces moyens-là aussi. Donc, vous pouvez toujours avoir plein d'idées, mais si vous n'avez pas les moyens aussi de réaliser votre travail correctement, là, vous avez du travail empêché aussi. Donc, on peut imaginer des choses, effectivement. Ça, je pense, dans le travail, c'est toujours comme ça, c'est qu'on imagine, on a l'imagination, mais aussi, il faut aussi avoir les moyens de le faire. Donc, voilà, c'était juste Didier Bauer, l'éclairage que nous donne Hugo à l'instant, vous identifiez, vous reconnaissez avec vos adhérents, vous reconnaissez un petit peu de ces mécanismes-là, c'est-à-dire c'est pas qu'une question de je ne peux pas pratiquer mon sport, je peux pas pratiquer mes activités, c'est aussi toute la déconstruction psychique, alors on parle de plasticité neuronale, mais on peut aussi parler de je sais pas quoi, de puissance, de capacité émotionnelle ou au contraire d'épuisement émotionnel. Il y a aussi cette dimension psychique qui est importante. Bien sûr, je suis pas du tout un spécialiste, donc, mais bien sûr. Est-ce que vous l'observez? Bien sûr, vos adhérents, bien sûr. Non, de fatigue, exactement. Non seulement là, on la ressent, mais on l'a en retour. Et je reviens sur une partie du travail de Muriel qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire tout le travail qu'elle a fait d'accompagnement et de détection des besoins déjà des salariés du club. Parce que cette notion d'adaptabilité, finalement, elle est aussi et d'abord sur les têtes qui doivent ensuite descendre vers les adhérents. La direction, la présidence, exactement, penser une organisation qui permet cette agilité, c'est ça? Exactement, et ne pas perdre les gens au fur et à mesure, parce qu'il y a des personnes qui ont émis, même si on reste là dans le champ du confidentiel, qui ont émis des doutes.
est-ce que le club va réouvrir? Est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que le sport sera le même qu'avant, etc., etc. Donc il y a tout ce travail effectivement d'adaptabilité qu'on a dû mettre en place, d'accompagnement déjà des dirigeants, y compris des présidents de section. Moi, je comprends qu'un président de section de judo, à un moment donné, se dise mais à un moment donné, comment je vais pouvoir reprendre? Où seront mes adhérents, etc. C'est toute la notion que Claude Cunego je l'ai écouté attentivement sur cette notion effectivement d'adaptation permanente. Il y a des gens pour qui pratiquer le tennis et le remplacer par du tennis, comme vous le disiez en plaisantant, chez soi, ou même du gainage, ça n'a aucun sens. Ça a du sens, le physique, si c'est pour la pratique de la compétition ou si c'est pour se retrouver au C'est bar. dans l'idée de se projeter à un moment donné quelque part, Oui, dans l'agenda, à un autre tout à fait. moment qui sera plus heureux. Moi, c'est j'ai ça toute une partie des adhérents, dont moi-même, on pratique le tennis, mais le plaisir, c'est aussi de se retrouver, de partager un verre au bar après. Je veux dire, c'est un ensemble et la construction de chacun est différente par rapport à ça. Il y a des gens qui viennent au club juste pour aller au clubhouse. Je caricature. Ce sont des pratiquants occasionnels par ailleurs ou d'anciens pratiquants, mais ils ont envie de se retrouver entre eux parce que la SPTT, le sport, c'est un facteur commun. C'est de la vitalité sociale aussi. C'est exactement ça. ça. Entretenir son corps et avoir le plaisir de performer ou tout alors à fait. en lien avec les tout à fait. autres. Tout à fait. Slimane Bouraï, peut-être un complément sur les... Slimane Bouraï, pardon, peut-être un complément sur d'autres cas d'entreprise qui ont été identifiés. Je voulais aussi rebondir sur cette plasticité. Dans le champ de la psychologie, on appelle ça aussi la capacité à faire face. Le terme anglais, c'est le coping. Et on est exactement sur cette thématique. À savoir que on a fort heureusement des capacités qu'on peut mobiliser pour faire face. Et pour rebondir aussi sur la question de Jean-Michel, en fait, la vraie question, c'est combien de temps on est capable de faire face? Combien de temps on est capable de trouver des ressources intérieures pour finalement pour tenir. Et d'ailleurs, pour rebondir sur un autre témoignage, finalement, ce reconfinement dans le médico-social, la vraie question des soignants, c'était de dire oui, on va réussir à faire face, oui, on va tenir, mais qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est difficile mentalement? C'est plutôt la question du mental et on est vraiment sur le thème de cet atelier, c'est mentalement comment je vais faire pour tenir. Physiquement, c'est possible, mais c'est le mental. Et du coup, encore une fois, ce thème est particulièrement intéressant. Les enjeux glissent un petit peu. Tout au début, c'était où sont les gants pour qu'on puisse travailler. Et là, c'est quelque part où sont nos ressources psychiques pour pouvoir tenir la longueur. C'est ça, il y a l'idée de comment on dit au tennis, c'est on joue fond de cours ou on monte au filet. Là, on n'a plus la force de monter au filet, c'est ça? Effectivement, l'image est intéressante. C'est effectivement ce qui est le plus gênant actuellement dans la gestion de la relation, que ce soit avec le personnel, avec les bénévoles ou avec les adhérents, c'est le manque de visibilité. Et au fur et à mesure, on vit au rythme des déclarations du gouvernement qu'on doit respecter dans un cadre légal, mais qui sont sujets de frustration. J'entendais à la radio en arrivant, commence la matinée, 20% des Français sont déprimés. Bon, je ne sais pas si c'est 19, 21 ou pas, mais 20% de la population se sent mal à l'heure actuelle. Je veux dire. Et on a tous une partie de nous qui se sent mal à l'heure actuelle. On n'est quand même pas dans une situation naturelle, à se regarder et à ne plus savoir finalement, comme me disait récemment un enseignant, je connais même pas mes élèves, je connais le haut de leur visage, je connais pas leur bas quelque part. Moi, il y a des adhérents que je ne connais pas, ou je ne connais plus, etc., etc. Et ça, cette perte de repère social, elle est désastreuse pour moi, parce que combien de temps il va falloir pour en sortir, même si on est adaptable, on n'a pas de visibilité. Je profite encore des dernières minutes pendant lesquelles Claude Cunego peut intervenir. Les participants qui sont loin de nous, mais très proches par le numérique, est-ce que vous auriez éventuellement des questions? Manifestez-vous si vous avez des interventions ou des questions ou des précisions à poser. Nous sommes dans une phase atelier, donc on continue à fabriquer un peu de la connaissance sur les sujets que nous avons identifiés. Donc n'hésitez pas à intervenir. Si vous le souhaitez, c'est maintenant. Alors, si tu le permets, Jean-Michel, j'ai aussi une question que je voudrais poser à Monsieur Cunego. Donc, comme le disait Didier Boer, effectivement, il y a toute la mise en place aussi des conditions de travail au niveau du télétravail. Hein, donc, permettre le télétravail dans de bonnes conditions déjà organisationnelles, c'est important. Mais comment est-ce que, sans outrepasser les prérogatives, enfin, sans outrepasser le droit du travail, comment est-ce que la ligne managériale, comment les managers de proximité peuvent-ils justement accompagner
sur le plan, alors je dirais pas neuronal, mais sur le plan psychologique, leurs salariés en télétravail, de façon à ce qu'ils puissent encaisser ce stress qui, de aigu à au premier confinement, est devenu chronique. Voilà. Est-ce que vous avez de façon extrêmement concrète, des conseils à donner aux managers et aux salariés pour encaisser et pour pouvoir travailler en télétravail à distance dans de bonnes conditions? Alors, je vais commencer par une boutade. Il faudrait que les chefs d'entreprise se battent pour que, à l'école, on installe tout ce qui est nécessaire pour apprendre à gérer ses émotions, les situations stressantes, etc. Ça serait très, très facilitant et très aidant pour la suite. Je dis ça sous forme de plaisanterie, mais je suis un ancien professeur des écoles et je fais aujourd'hui partie de ceux qui pensent que tout ce qui est la gestion émotionnelle et l'aspect mental de nos vies devrait être étudié. Voilà, apprendre à gérer sa respiration. Et après, pour être un petit peu plus concret et par rapport à votre question, il va y avoir des outils qui peuvent être assez simples d'utilisation. Après, encore faut-il que la personne à qui on soumet ces outils les utilise. Mais voilà, il y a pas mal de techniques de respiration qui peuvent permettre de faciliter un petit peu plus les changements, en fait, parce qu'on est encore sur une histoire d'adaptation, hein. Je vais au travail, je prends ma voiture, je me déplace, je rejoins des collègues, je bois un café. Chose qui s'arrête, c'est que je me lève chez moi, je prends mon petit-déj ou mon café à la maison, je m'installe devant mon ordinateur, je ne sors plus. Moi, je l'ai vécu aussi, hein. Je suis formateur en sophrologie et les formations sont passées de présentiel à distanciel. Bah ouais, il a fallu s'adapter. Alors peut-être qu'effectivement, je suis mieux armé, mais voilà, des outils de respiration, je pense à la cohérence cardiaque, l'exercice du 365, qui peut être un outil 3 fois par jour, 5 minutes de respiration avec une respiration tous les 10 secondes, ça fait 6 respirations par minute. Tout ce qui est méditation, relaxation, mais toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas encore… on a quand même un petit peu de retard en France sur ce plan-là. Mais voilà, une journée, la journée d'un être humain lambda, que ce soit un sportif ou voilà, quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui ne travaille pas, peu importe, elle passe par des hauts et des bas, des moments d'énergie et des moments d'énergie haute, des moments d'énergie basse. Même dans un sport, on parle souvent de temps faible et de temps fort. Mais en fait, l'être humain, il est fait comme ça. Il va falloir qu'il apprenne à gérer ses temps forts et ses temps faibles. C'est que même au travail, en télétravail, trouver une hygiène de travail qui est intéressante, s'arrêter, faire des pauses, travailler, faire quelques respirations pour se calmer. Il y a le dialogue interne, mais tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'on va pouvoir donner, mais souvent, on est un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure sur le sportif. Il y en a qui vont être capables de se faire du gainage parce que ça donne du sens, parce que peut-être ils ont une motivation et un objectif qui leur permet d'avoir cette motivation à faire du gainage. Et il y en a qui, effectivement, dans le sport, ce qu'ils aiment, c'est le contact. C'était mon cas, c'était boire un coup. Donc, le gainage, ça ne m'aurait pas parlé. On va donner des outils, effectivement, aux salariés. Encore faut-il qu'ils aient du sens et que derrière, ils les utilisent. Donc, recette miracle, il n'y a pas. Si, ce qui serait peut-être bien, c'est que lorsque déconfinement il y aura, de plus en plus d'entreprises se mettent effectivement à apporter des outils. Ça se fait de plus en plus, comme la sophrologie, ça peut être le yoga, ça peut être des méditations, ça peut être des ateliers autour de la respiration et de la gestion émotionnelle, mais de fournir, on va dire dans les moments où on n'est pas en crise, des éléments qui vont leur permettre de mieux gérer, parce qu'encore une fois, la performance, tout doucement, ça entre dans les mœurs, la performance en entreprise et la productivité d'une entreprise qui dépend du salarié, elle va être meilleure si le salarié il est bien au travail. Donc le bien-être en entreprise commence à être une idée qui fait son chemin, et le bien-être en entreprise, il vient par des propositions d'intervention type sophrologie, type yoga, type relaxation, atelier, etc., qui vont faire qu'à un moment donné, les outils sont offerts aux collaborateurs. Les collaborateurs utilisent ces outils en temps normal et ces outils deviennent efficaces dans les moments difficiles. C'est ce que j'explique un petit peu aux sportifs avec qui je travaille. Tout cet aspect mental, quand on travaille sur le sport, l'aspect mental, c'est ni plus ni moins qu'un aspect du sport. Il y a la technique, il y a la tactique, il y a le physique et le mental. Et le mental, ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement également. Donc à un moment donné, je ne vais pas avoir de recette miracle à donner aux entrepreneurs sur des outils qui vont être découverts. L'idéal, ça va être de préparer
de futures crises ou tout simplement de préparer les salariés à la performance grâce à des outils où ils vont pouvoir gérer mieux leur énergie pendant la journée, gérer mieux leur moment de panique parce qu'il faut atteindre des chiffres, etc. et pouvoir gérer ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Voilà. Donc, en gros, recette miracle, il n'y a pas. Par contre, effectivement, il y a possibilité de fournir des outils. J'ai envie de dire que là, ça va être compliqué parce que le confinement est en place. Par contre, il faudra peut-être, ça peut être une piste d'étude parce que c'est en train de se mettre en place, mais ça peut être quelque chose qui va être poussé par la suite. C'est-à-dire que les entreprises apportent des outils sur l'aspect mental aux collaborateurs pour pouvoir, non pas enfin, j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec des crises à répétition comme on peut le voir parfois via les humoristes, mais à un moment donné, des crises et des moments difficiles et des moments délicats, il y en a toujours en entreprise, même sans la Covid. Donc, du coup, offrir des outils, je dirais offrir des outils permettant de gérer tout ça serait une bonne idée pour les chefs d'entreprise. Avec de ce que vous dites, et je reprends un propos de Slimane Bouraille à l'instant, avec la particularité que cette crise, elle est vraiment durable, elle s'inscrit dans le temps et quelque part, on se pose la question, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'identifier l'énergie, les ressources qu'on a en interne pour pouvoir être dans ce mécanisme de coping ou ce mécanisme de plasticité neuronale dont parlait Claude Cunego. Peut-être que ce que vous nous dites là dans la dernière minute de votre intervention, Claude Cunego, il faut peut-être le prendre un peu comme étant une balise intéressante, c'est-à-dire que plutôt que de sortir de cette crise en disant il faut vite que ça cesse, il y a peut-être à se poser la question de savoir qu'est-ce qui au bout du compte nous aurait manqué dans le fonctionnement des entreprises, des organisations, des associations, qui, à un moment donné, pourrait être nécessaire à ce qu'on soit résistant à d'autres formes de turbulences. C'est pas forcément des crises sanitaires qui nous attendent, hein. C'est peut-être des crises économiques, c'est peut-être des crises sociales, des crises de valeurs, des crises sur la matière première ou sur l'énergie, etc. On oublie cette question alors qu'elle était première avant la crise pandémique. Il y a l'idée de tirer des enseignements, en tout cas de cette crise, et pas laisser passer ce moment-là sans avoir conscience de ce qui se passe. Claude Cunego, je crois que vous allez devoir nous quitter parce que vous avez d'autres engagements. On voulait vraiment vous remercier chaleureusement pour votre appui, votre expertise sur le sujet. Et puis, ma foi, vous-même, vous trouvez encore les ressources pour continuer. Votre plasticité mentale fonctionne bien pour pouvoir continuer vos activités. Oui, ça va, ça serait quand même le comble que ce soit mon côté. Alors, on n'est pas à l'abri, hein, parce qu'encore une fois, souvent, on croit que parce qu'on travaille sur le mental ou qu'on est sophrologue ou que du coup, on gère tout bien, etc. Non, on est envahi par les mêmes émotions. Après, on a des outils qui nous permettent effectivement de ne pas laisser l'émotion notamment prendre le contrôle, à un moment donné accepter la notion de lâcher prise, c'est-à-dire accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir et d'autres sur lesquelles on ne peut rien. Voilà. Et j'ai envie de dire que déjà avoir ça, avoir accepté ça, ça aide énormément. C'est-à-dire que voilà, on est confiné, je dois travailler de mon domicile, je suis dans une démarche tout de suite d'adaptation. Et là, on est typiquement sur… vous voyez, je repars, hein. Vous me donnez la parole. On est typiquement effectivement sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a en soi alors on les a toutes, les capacités, d'accord, où on peut les acquérir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que j'ai comme moyen de réponse à une situation particulière? Et il va y avoir des gens qui ont des capacités de réponse très larges, donc ils vont pouvoir aller essayer des choses. C'est mon cas, effectivement. Il y a des moments difficiles. J'ai eu des moments délicats, donc je connais bien mes outils, donc je sais les choisir. Et puis, il va y avoir des gens qui en ont peu, voire pas. Et donc, si à ce moment-là, je considère que cette situation est complexe, je vais un petit peu comme en moment de panique me crisper, le stress monte. Quand le stress monte, mon cerveau fonctionne moins bien et du coup, il y a tout un engrenage qui engendre un cercle vicieux duquel on ne sort pas ou difficilement tout seul. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour l'invitation. C'est nous. À vous remercier pour l'échange aussi qui était très intéressant, hein. J'ai pris conscience de certains points également sur notamment les difficultés d'une association sportive telle que la SPTT Metz. Et puis, écoutez, ma foi, si d'aventure vous avez besoin et je suis disponible, ce sera avec plaisir.
Merci Claude Cunego pour votre intervention. Puis on vous encourage, nous, à continuer à entretenir cette plasticité neuronale dont vous parliez à l'instant auprès de tous ces gens qu'on a besoin, que jeunes ou vieux, etc., sportifs ou pas, parce que ce soit dans le champ du sport ou dans le champ du travail, un peu les mécanismes humains sont à peu près les mêmes, bien sûr. Il nous reste 30 minutes et naturellement, on glisse sur le deuxième sujet. Nous devions avoir, je le disais en début d'intervention, la présence ici de Muriel Malassé, qui est directrice de l'établissement, enfin plus de 3 établissements, mais 2 sur Metz, la maison Saint-Vincent et la maison Saint-Maurice, de l'association Monsieur Vincent à Beltanche, et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est affairée naturellement à régler des questions sanitaires en interne, et c'est naturellement la priorité qu'il faut bien sûr lui accorder. Donc on l'excuse, et puis probablement qu'on aura l'occasion de converser. Mais peut-être je vous suggère, Slimane Bouraï, peut-être de nous dire, vous qui êtes intervenu chez eux, en quelques mots, et puis on va converser maintenant avec Bernard Bétain et peut-être aussi encore un peu avec Didier Bauer sur le sujet. En quelques mots, comment s'est passée cette traversée de crise pour 2 établissements qui sont des EHPAD et qui ont été vraiment dans dans un tourbillon tout à fait particulier entre l'attention sanitaire et professionnelle. Alors, je vais aussi en profiter pour saluer Madame Malassé. Je suis sûr qu'elle va nous suivre, ou qu'elle nous suit, ou qu'elle reverra le replay. On est tout cœur avec elle dans cette situation compliquée. Si vous voulez, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, mais la SPTT est une structure aussi très proche. D'ailleurs, quand on a réfléchi sur la thématique, on s'est dit la SPTT et Beltange sont à côté, et qu'il y avait peut-être des synergies à imaginer, et on y reviendra après. Alors, pour ce qui est de la traversée de Saint-Vincent, de l'association Saint-Vincent, c'est sûr que finalement, ils étaient même avant-gardistes dans le sens où, dans le champ du médico-social, mais plus particulièrement du médical, ils ont pris des décisions avant même ait été annoncé par le gouvernement le confinement. Parce que ils avaient des indicateurs qui laissaient entendre qu'il y avait, et puis ils étaient bien placés, qu'il y avait vraiment une crise sanitaire très, très importante. Du coup, quelques jours, même avant l'annonce du confinement, ils avaient déjà fermé les établissements. Et je crois, maintenant même avec le recul, et c'est ce que dirait Madame Malassé, que ça a été une décision particulièrement importante qui a permis d'être dans le contrôle, du virus, de ce qui rentre et de ce qui sort. Et parce qu'ils ont été dans ce contrôle, ils ont pu maîtriser finalement cette situation de crise sanitaire en prenant des décisions importantes. Alors, élément important aussi, à mon avis, qui joue sur la situation, c'est que dans le médico-social, normalement, vous avez des stocks de pays, ce qui leur a permis de tenir 2 semaines, 3 semaines, de pouvoir équiper. D'ailleurs, c'est vrai que si je fais un petit parallèle avec de Mathieu Hébert, qui est une autre structure que j'avais investiguée, eux aussi avaient un petit peu de stock, ce qui a permis de continuer à faire intervenir les techniciens maintenance dans des logements sur des situations urgentes. Donc, décision de fermer, qui n'a pas toujours été facile par rapport au lien social, ça n'a pas toujours été facile de la part des familles qui avaient leurs parents, grands-parents dans les EHPAD. Ça a été un stock de pays, de protection suffisant pour pouvoir continuer l'activité. On est sur également ce thème-là. C'est-à-dire que quand vous êtes un EHPAD et qu'il y a confinement, comment vous continuez à assurer l'essentiel, quoi. Et l'essentiel, c'est de prendre soin des résidents, des personnes qui peuvent avoir aussi un état qui se dégrade et qui se dégrade plus vite, notamment à cause de l'absence de ce lien social. Troisièmement, une formidable solidarité qu'on retrouve un tout petit peu moins dans cette dans ce reconfinement, dans cette deuxième vague, parce qu'il y a ce qu'on a évoqué aujourd'hui, à savoir l'épuisement psychologique, l'épuisement moral. Donc une formidable solidarité au sein des équipes. Et puis j'aurais tendance à dire au niveau de la direction de cette association Saint-Vincent, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit comité de gestion de crise qui a travaillé H24, qui a travaillé en continu, qui a travaillé les week-ends, et tout ce petit monde. Alors
avec bien sûr aussi un glissement de fonctions dans le sens où voilà, vous avez par exemple la psychologue qui a travaillé aux côtés des soignants pour accentuer l'importance du lien social, du lien avec la famille. Vous avez aussi, parce qu'on est sur ce thème aujourd'hui, vous avez la technologie qui est venue remplacer le lien réel. Du coup, vous avez des contacts via des systèmes numériques tels que les tablettes avec les familles par rapport à leurs parents en résidence. Donc tout, voilà, l'activité elle a continué, l'activité elle s'est centrée sur deux choses. Finalement, l'essentiel qui est la prise en charge du résident et le deuxième aspect, l'importance du lien social. Donc tout ce beau monde a travaillé, a œuvré dans cette direction. J'entends dans le témoignage que vous rapportez, Madame Malassé aurait donné quand même des détails un peu sur le vécu aussi, sur des difficultés, mais c'est déjà très intéressant le témoignage que vous donnez là. Slimane Bouraï, est-ce qu'on comprend là que, contrairement à d'autres activités, alors sportives qui ont été suspendues, empêchées, dont on dit vous ne continuerez pas votre activité, à l'inverse, les EHPAD ont eu un autre devoir, celui de renforcer leurs activités. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté à leur mission habituelle, qui est un lieu de vie, et parfois un lieu de fin de vie pour l'immense majorité des résidents. Ils ont rajouté en plus des contraintes sanitaires avec un objectif, de protection d'eux-mêmes et des autres. Et du coup, je me glisse volontiers sur un peu, je me tourne vers Bernard Bétain, qui est médecin du travail toujours, mais à la retraite et sans activité. Néanmoins, je crois que vous êtes toujours en lien avec pas mal de confrères, etc. Est-ce que vous pourriez juste, peut-être déjà, on viendra sur les questions de l'activité dans les EHPAD bien sûr, mais est-ce que vous pourriez dire du côté des services de santé au travail un peu, ou vous-même en particulier, j'ai cru comprendre que la crise, y compris, a secoué le monde de la médecine du travail, le monde de la santé au travail, vous a secoué de la même manière que tous ici on a été secoués par le caractère inédit de la pandémie. Tout à fait. Hein. Moi, je me souviens, c'était en février, j'étais en Italie, fin février, et là, à la radio, j'entends qu'une ville était confinée dans le nord de l'Italie. Donc, il y avait eu des informations lors des fin décembre, début janvier, comme quoi il y avait un virus, une pandémie, un virus qui venait de Chine, mais bon, très peu d'informations. Et donc, je retourne en France, on cherche des masques en Italie, pas de masques. Bon. Donc, j'arrive en France, je discute avec des confrères, et c'est effectivement, chacun avait une opinion un petit peu particulière sur la maladie. La plupart, ou beaucoup, on disait, c'est une grosse grippe. C'est pas bien grave, ça va être une grosse grippe. Et voilà. Moi, je me disais, ça m'a l'air quand même extrêmement sérieux à partir du moment où vous avez beaucoup de décès. La grippe, normalement, ne donne pas autant de décès. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte, c'est vrai que les médecins avaient des opinions différentes, en plus, on avait des informations médicales, des informations des professeurs à la télé, partout, qui étaient contradictoires. Donc, c'était extrêmement compliqué à vivre. Et donc, en médecine du travail, j'étais en lien avec donc une infirmière parce que j'étais son tuteur et en lien avec d'autres médecins du travail. Et en fait, le jour, il y a eu un plan blanc, je crois que c'était début mars, ce qui a expliqué au fait que dans les EHPAD, ils ont fermé, je crois, le 10 mars. Mais en médecine du travail, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont retrouvés à se dire qu'est-ce qu'on fait le 12 ou le 13 mars. Les services de santé au travail ont été fermés physiquement parce qu'ils n'avaient pas de moyens. En fait, les services de santé au travail sont comme toutes les entreprises, on n'était pas préparés en fait à cette pandémie, pas du tout. Dans cette préparation, Bernard Bétain, ouais. Je crois comprendre que vous nous dites que finalement, en termes de connaissances, vous aviez affaire à un phénomène dont c'est un phénomène complètement. Pour faire un parallèle avec le milieu sportif, autant on connaît relativement bien les mécanismes d'épicondylite chez la talisman, probablement. Je crois que c'est quelque chose qui est connu. Voilà, donc on a diagnostiqué vite et à prendre des soins, ou à prendre des mesures de protection parce qu'on connaît bien le phénomène, on connaît bien l'exposition au phénomène. Là, vous semblez nous dire qu'au bout du compte, d'une manière générale, l'ensemble. Oui, même des médecins généralistes et d'autres à qui j'avais des relations, c'est vrai qu'on n'était pas, on discutait entre nous et on se demandait qu'est-ce qui allait arriver.
On avait des choses, par exemple, on savait effectivement que les personnes âgées étaient extrêmement touchées, qu'il y avait de nombreux décès parmi ces personnes âgées. Et par contre, on n'avait pas d'autres notions. Par exemple, que c'était une maladie inflammatoire au 8e jour. Ça, on l'a découvert extrêmement. Et au mois de mars, on nous expliquait que c'était plutôt les enfants qui étaient les cas contacts. Voilà, tout à fait. Il y avait plein d'informations contradictoires. Et en plus, on n'avait pas cette notion de cette maladie. Normalement, une grippe, vous avez de la fièvre, 3 jours de fièvre, ça redescend, ça remonte un peu et c'est fini. Là, vous aviez de la fièvre, vous aviez l'impression d'aller un petit peu mieux, et au 8e jour, vous retrouvez insuffisance respiratoire, vous aviez des problèmes respiratoires. Et ça, c'était complètement inédit comme maladie. Honnêtement, c'était... Donc, la dimension inédite, mais le monde médical, de manière générale, et la santé les services de santé au travail et les professionnels de santé au travail, y compris en grande difficulté, parce qu'on a du mal à identifier, mal protéger, prendre des mesures de protection à mettre en place, puisqu'on comprend pas bien le phénomène. Ouais, et en plus, on a été mal préparé, on n'était pas préparé. Moi, j'ai connu la grippe H1N1. En fait, la grippe H1N1 en 2009, c'était tout à fait différent. Ça faisait plusieurs mois qu'on était préparé, donc on était intervenu dans les entreprises, on avait fait de la formation, de la sensibilisation, tout à fait, c'était très long. Et donc, on intervenait dans les entreprises, on leur expliquait quels étaient les signes cliniques, comment se protéger, comment mettre masque, quel type de masque. Tout avait été fait à ce moment-là. J'ai eu, par exemple, Ebola, la fièvre Ebola, c'était il y a quelques années, 2000, je sais plus, 17-18. J'avais donc la police de Thionville. Et donc, ils allaient dans ces pays, ils revenaient d'Afrique, là. Et donc, là, on a préparé aussi des choses. On a expliqué, on a fait des formations aux policiers. Là, impossible. Là, c'était vraiment complètement inédit. Il n'y a pas eu voilà, les médecins du travail et les médecins en général n'ont pas pu se préparer, en fait, et préparer la population à cette maladie de manière correcte. Je pense par méconnaissance et par... La conséquence de ce que vous nous dites, Bernard Bétain, est-ce que ça a été au bout du compte le fait que l'État, ce qui est, me semble-t-il, inédit dans ma vie de préventeur, mais que l'État prend la main sur les mesures de protection, c'est-à-dire qu'on observe, alors sur le champ, on va dire, de la vie sociale, de manière générale, des grandes activités, l'État prend la main et du coup définit les règles de protection des uns des autres. Ils écrivent des protocoles, enfin, bien sûr, avec la participation d'experts et de gens qui ont la connaissance d'eux, mais ils écrivent les protocoles applicables dans les entreprises. C'est-à-dire, ils prennent la main et la prévention, au bout du compte, si je comprends bien, la prévention, elle est pas remontante du terrain pour que quelque part les gens puissent continuer une activité pour pouvoir se protéger, mais elle descend du plus haut niveau de l'État pour définir. Oui, et je pense aussi la complication, c'est qu'on n'avait pas les moyens de se protéger aussi. On n'avait pas de masque. Et donc, les médecins du travail, ils m'ont expliqué qu'ils étaient démunis. On disait, ils savaient qu'ils devaient mettre un masque dans certaines situations. Moi-même, j'avais réagi pour mon fils à l'époque, quand il prenait le train, il faudra mettre un masque pour le parcours. Donc, on savait très bien, en tant que médecin, qu'il fallait un masque. Et à l'époque, il a pris votre demande au sérieux? Tout à fait, mais on a cherché des masques. On n'a pas trouvé en Italie. Donc, on se rendait bien compte que, dans certaines circonstances, il fallait se protéger. Effectivement, dans la rue, peut-être pas dans la rue. Mais quand vous étiez face à face longtemps en consultation, longtemps face à face des salariés qui travaillent dans un même bureau longtemps, on sait très bien qu'il fallait à un moment donné se protéger. Et ça, les médecins du travail étaient tout à fait conscients. Mais ils pouvaient même pas le dire parce qu'on n'avait pas de masque. Donc même leur travail était empêché. C'était compliqué. J'ai lu et j'ai eu des collègues et c'était extrêmement compliqué en fait de faire de la prévention parce que on savait ce qu'il fallait faire déjà au début, mais on n'avait pas les moyens. Et en plus, les services donc ont été fermés. Pourquoi? Pour protéger et les salariés des services et aussi les salariés des entreprises qui venaient. Les services de santé au travail, c'est généralement 3-4 médecins dans les mêmes locaux, une salle d'attente commune, vous voyez. Et donc, généralement, vous avez 5-10 personnes qui attendent au même endroit. Donc, c'était extrêmement compliqué en fait d'organiser en fait la distanciation physique à ce moment-là. Bernard Bétain, vous êtes en train de nous dire que on a été secoué par le caractère inédit de la crise sanitaire et en même temps, on va dire, la brutalité avec laquelle c'est arrivé. Tout à fait. En termes d'agenda. Cela étant dit, caractère inédit, caractère brutal, est-ce que ça veut dire que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, on en apprend un petit peu plus sur la manière dont on prévient finalement la circulation du virus, dont on peut s'en protéger? Ça veut dire que de plus en plus, on commence dans les entreprises, mais j'imagine aussi parfois dans les lieux professionnels, les lieux sportifs, etc. On commence à comprendre comment on pourrait s'en protéger, et ce faisant, ça nous autorise de plus en plus à rouvrir des activités, à pouvoir travailler en toute sécurité, c'est ça? C'est ce qui s'est fait, et en particulier, moi j'ai eu des confrères en médecine du travail, en fait, ils ont travaillé en visio.
Donc c'était tout nouveau aussi pour eux, avoir des consultations en visio, Télémédecine. en télémédecine, avoir travaillé qu'avec les employeurs au téléphone ou en visio, ne plus pouvoir aller dans l'entreprise. C'était extrêmement compliqué à mettre en place. Et les médecins du travail me disent actuellement, donc il y en a beaucoup qui ont repris, il y en a quasiment tous ont essayé de reprendre une partie de l'activité en présentiel parce que c'est très très difficile de faire des consultations en visio. Il faut dire que ça demande des accessoires numériques. Déjà des accessoires numériques qui n'étaient pas évidents. Des cabines dans lesquelles elles-mêmes vous pouvez prendre des photos de qualité, où vous avez une communication de qualité, etc. avec le médecin qui est en ligne. Plus pouvoir dialoguer avec vous, photographier, voire même parfois radiographer ou prendre des échantillons. Non, mais là il y avait aussi un problème de confidentialité. C'est qu'il y avait aussi des gens qui étaient en consultation, qui étaient dans l'entreprise. Et alors il y avait des gens qui travaillaient autour. Il y avait aussi des gens qui étaient chez eux avec des connexions qui étaient extrêmement difficiles. Très mauvaise connexion, des enfants qui tournaient autour. Donc, faire des consultations dans ces conditions-là, c'était compliqué. En plus, vous n'avez pas cette relation physique. Vous n'avez pas ce retour, ce feedback que quelqu'un. C'est un peu votre rendez-vous clinique, c'est ça? Voilà, la clinique, c'est aussi rencontrer la personne. C'est une rencontre. Et là, il n'y a plus de rencontre. Il y a une rencontre par visio interposée où, en plus, avec cette particularité, c'est comment le secret médical, est-ce qu'il est préservé dans ces cas-là? Comment les gens s'expriment? C'était extrêmement, apparemment, les médecins du travail m'ont dit, c'était extrêmement compliqué à vivre. Ça, c'était. Et lorsqu'on se remet en mémoire la situation des EHPAD à Saint-Vincent et Saint-Maurice que nous décrit Slimane Bouraï, comment du coup qu'est-ce que vous voyez un peu sur le registre un peu de cette tension entre l'activité nécessaire auprès des résidents et plus que jamais les résidents ont besoin de ce contact, parce qu'en plus il y a eu suspension des activités avec les familles, etc. Il y a peut-être de nouveau des suspensions d'activités et de visites. Alors c'était aussi le cas, par exemple, avec nos confrères de la FAIDAM, dans lequel là aussi les visites avec les personnes résidentes ont été suspendues à un certain moment donné. Comment vous voyez cette tension? Qu'est-ce qui se passe du point de vue du travail, on va dire, des professionnels? Est-ce que c'est plus compliqué encore? Est-ce que le travail reste le même, simplement c'est juste un problème sanitaire, ou il y a aussi d'autres dimensions qui se jouent, des questions de fatigue, des questions d'épuisement émotionnel? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que moi, ma maman est aussi en EHPAD, donc j'ai pu discuter un petit peu aussi avec les soignants, tout ce personnel, là, et encore récemment au téléphone. Et je crois qu'ils sont extrêmement investis. Pour eux, le travail, effectivement, ils ont voulu protéger. En fait, c'était leur but, c'était protéger donc les résidents. Ça, c'était, et donc ils avaient l'impression de servir aussi à quelque chose. Hein. Donc il y a quand même leur travail, ils le faisaient, et ils le faisaient avec beaucoup d'envie et d'entrain, si j'ai bien compris. Hein. Donc je pense que c'est plutôt ce qu'ils m'ont dit, c'est la fatigue qu'ils pouvaient ressentir parce qu'il y a eu des absences, parce qu'il y a eu des gens qui ont été malades. Encore tout récemment, je crois, j'ai eu une dame qui m'a dit qu'elle avait eu le Covid, une soignante. Donc cette fatigue, elle se ressent, je pense, dans les EHPAD, d'autant plus qu'on était déjà sur des conditions de travail qui étaient parfois extrêmement compliquées par manque de personnel. Et donc c'est vrai que je pense dans le milieu médical, dans le milieu paramédical, c'est les soignants, c'est peut-être ceux qui ont le plus souffert, mais pas souffert du travail, c'est souffert de la fatigue et de l'épuisement. Par contre, leur travail, ils étaient extrêmement heureux de pouvoir le faire et de pouvoir sauver des vies et de pouvoir protéger les gens. Mais par contre, ils ont été épuisés. C'était pas tout à fait la même chose qu'avant où on disait j'ai rien, j'en ai marre, on s'occupe pas de moi, j'arrive pas à faire mon travail. Là, ils faisaient leur travail, mais par contre, ils ont été extrêmement fatigués par manque de personnel, parce que des gens tombaient malades, mais je pense qu'ils n'ont pas si mal vécu que ça, quand même. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a la question de la durée. C'est-à-dire que finalement, on va se rendre compte au mois de février prochain, ou au 7 ou au 20 janvier, où on va revenir sur cette question-là. À quel moment les installations rouvrent, hein, monsieur Bauer? 7 ou 20 janvier, on ne sait pas bien, ou peut-être plus tard encore. Finalement, on va fêter l'anniversaire du Covid en mars de l'année prochaine, 2021. C'est bientôt. Ça, 12 mois quand même. Là aussi, c'est une période absolument inédite en matière de crise. Et c'est vrai, ce qu'on voit chez les soignants, les dernières études qui ont été faites, c'est que les soignants sont très impactés sur le plan psychologique. C'est très, très impacté. C'est peut-être les plus par des burn-out. Donc, une surcharge de travail, probablement, une surcharge mentale. Mais par contre, le plaisir de travailler, d'aller travailler était là. Mais ils se sont épuisés. Qu'est-ce que vous nous proposez, enfin, recommandez, ou qu'est-ce que vous identifiez comme étant des ressources à proposer malgré ça? C'est-à-dire pour éviter ce deuxième, j'ai envie de dire, on a la deuxième vague du Covid, mais il pourrait y avoir une deuxième vague en termes de santé. C'est la question, on va dire, de l'effondrement des motivations, de l'épuisement, de sortes de tensions qui naissent à gauche à droite. Alors on va pas jouer les Cassandres ici à cette table ronde, mais il y a ce risque quand même, c'est qu'au bout du compte, on ne remette pas deux fois le couvert, quoi. Ça, c'est possible.
c'est possible. Mais qu'est-ce que vous recommandez pour que quelque part on réussisse à retrouver de la ressource là? Je pense à ces EHPAD qui n'ont pas le droit de baisser les bras. Je pense que déjà, il faut les écouter. Je pense qu'il faut écouter leurs difficultés, leurs fatigues, et peut-être mettre en place qu'il y ait des perspectives en fait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà, plus tard. Il faut quand même leur donner en fait de l'espoir par rapport à une projection. Pour l'instant, c'est vrai que ça avait été fait, mais on se rend compte que ça dure, et je pense que ça aussi, ça épuise. Parce qu'il s'était dit, le gouvernement a dit, les soignants, on va les revaloriser, les soignants, il y aura plus de soignants, mais ça dure, et il y a des maladies, et donc c'est très compliqué. Mais je pense que l'espoir, c'est quand même de pouvoir leur donner, leur dire, ben voilà, dans 6 mois, dans 1 an, ben les conditions de travail seront meilleures, il y aura du personnel, il y aura des gens formés, vous trouverez, on vous reconnaît. Voilà. Mais après, j'ai pas d'autres solutions par rapport à ça. Je vais compléter votre propos et rebondir aussi sur certains éléments. Il est sûr que, par exemple, la solidarité qui a été manifestée par les Français à l'endroit des soignants a fait énormément de bien. C'est sûr que finalement, le confinement, au-delà, si on parle de fatigue physique, à partir du moment où ces soignants peuvent se concentrer réellement sur l'essentiel de leur activité, ils vont bien. C'est sûr que rester sur l'essentiel en termes de management, en termes de communication, en termes de soutien du collectif, soutien de la direction, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Alors, je voulais aussi suggérer un parallèle entre finalement la SPTT et puis l'association Saint-Vincent. C'est vrai qu'à la SPTT, on s'aperçoit que vous avez des bénévoles à l'arrêt. Or, ce qu'on sait, ce qu'on apprend de nos investigations, c'est que par exemple, Résidence Beltange, association Saint-Vincent, pardon, il manquait de bénévoles pour pouvoir accompagner les résidents, notamment lors du premier confinement, afin de faire des sorties, afin de faire des activités physiques, pas forcément sportives au vu de l'âge des résidents, mais voilà, il y a peut-être aussi en termes de solutions des synergies à essayer d'imaginer. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on avait discuté et réfléchi pour cet atelier, la convergence d'une activité à l'arrêt et d'une activité où on a besoin de ressources. Donc ça a été, ça peut être également ce genre de synergie. Et j'aurais tendance aussi à vous dire que, en fait, ça se joue au niveau, au niveau mental, comme on l'a évoqué dans ce premier temps de cet atelier. Et ça se joue aussi au niveau, finalement, de la reconnaissance qui doit être multiforme, la reconnaissance qui doit être autant symbolique, managériale que financière. Tout ça pour effectivement que ces soignants qui ne demandent qu'à faire leur travail et pour lequel, d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, à savoir ces valeurs, l'importance de ces valeurs. Et un soignant, il vous dit même quelque chose d'incroyablement intéressant. Il vous dit, il n'a pas peur du virus. Il est formé pour ça. C'est pas ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est qu'on lui donne pas les moyens de bien faire son travail, de faire un travail de qualité. Ce qu'il regrette, c'est que il n'est pas de pays pour pouvoir accompagner, qu'on ne facilite pas son travail pour accompagner malheureusement nos aînés dans de bonnes conditions, jusqu'à la fin. Et c'est ça qui, à mon avis, qui est un levier puissant pour que ces soignants se ressourcent et continuent à faire un travail formidable qu'on peut tous saluer. À travers le câble de l'association Monsieur Vincent, là, Slimane, vous suggérez que notre plasticité neuronale, elle ne se joue pas que dans l'espace professionnel avec on va dire, les câbles convenus qu'on avait avant l'épidémie, mais vous dites qu'ils peuvent y compris se jouer, par exemple, sur de la coopération entre différents milieux. D'ailleurs, c'est peut-être, on se dit, en plus on avance dans cette opération, plus on se dit que la pandémie, c'est peut-être aussi une opportunité d'accélérateur de certaines perspectives qu'on avait affichées, parce que la question du sport entreprise, du sport senior, la question du sport santé, j'imagine que la SPTT, on va revenir sur ça au moment où quelque part on va conclure, c'est naturellement des questions qu'on se posait déjà, mais qui pourraient être accélérées à ce moment-là. Bernard Bétain, juste avant que vous repreniez le micro, je vois qu'il y a une question qui vous est posée, en particulier sur
la question de cette pandémie, ben je vais vous la dire parce que je l'ai lu. On peut s'interroger en quoi cette pandémie rentrerait dans le champ des risques professionnels de l'entreprise et donc dans les obligations légales du décret de 91 et des décrets européens qui consistent à mettre ça dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Pourquoi on considérait qu'au bout du compte, cette pandémie rentre dans le champ des risques professionnels? Parce qu'on pourrait dire que la grippe saisonnière, ça rentre aussi dans le champ des grippes du champ professionnel, etc. C'est-à-dire que toutes les questions sanitaires qui pourraient arriver sur les salariés. C'est-à-dire qu'un risque professionnel n'est pas seulement un risque qui vient du fait du travail, mais simplement il est fait qu'on se rassemble sur un lieu de travail et qu'au bout du compte, on se contamine mutuellement et quelqu'un a apporté un contaminant dans un collectif de travail, c'est ça? On n'a plus le son. On n'entend pas. Est-ce que les autres entendent? Moi, je n'entends pas le son. Vous nous entendez? On n'entend plus, le micro HF. Non, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Ah oui, excusez-moi, le micro n'était pas ouvert. Ah, voilà. Moi, faites-moi un signe, ceux qui sont loin, pour savoir si vous recevez du son. Vous me recevez? Oui, c'est bon, on entend. Là. Oui, je crois que j'ai parlé dans le vide là tout à l'heure. Oui, non, mais je pense que ça fait partie, au même titre, à mon avis. Hein, après, je suis pas le législateur. Nous, on a aussi beaucoup, en tant que médecin du travail, on avait énormément d'obligations, parfois qui étaient venues d'en haut. On ne sait pas trop d'où elles viennent. Hein, effectivement, il y a des lois. Bon, moi, je pense que ça fait partie, si on le regarde comme ça objectivement, ça fait partie de tous les risques infectieux. Et en tant qu'employeur, vous devez quand même y réfléchir, comment vous allez pouvoir continuer à travailler, vos salariés pour continuer à travailler en sécurité dans ce risque pandémique. Parce que le but, c'est de pouvoir continuer à travailler aussi, que les gens puissent travailler, d'être bien protégés. Et donc, ça fait partie, à mon avis, effectivement, du document d'évaluation des risques. D'autant plus qu'on risque, dans les années qui viennent, d'avoir d'autres virus et d'autres bactéries qui vont circuler, peut-être. Hein, donc, je pense que c'est intéressant de se pencher sur le risque infectieux. Après, chaque virus, chaque bactérie a son mode de contamination. Donc, le Covid-19 a son mode de contamination. Et donc, il y a des choses à mettre en place qui peuvent être différents. Je sais pas, il y a d'autres pathologies où ça va être, on mettra pas un masque, par exemple. Hein, il y aura pas besoin de masque. Là, on a besoin d'un masque. Donc, ça fait partie. Et ce Covid-19, à mon avis, comme il va perdurer, je pense que c'est un virus qui va pas disparaître comme ça peut être intéressant de l'intégrer dans votre document d'évaluation des risques. Vous nous dites, Bernard Bétain, qu'il faut faire l'effort de tirer un peu une expérience intéressante en matière de prévention, tout à fait au-delà de la question de la Covid-19. Par exemple, quand vous parlez de bactéries, enfin, je ne sais pas si c'est des bactéries. Non, c'est un virus, mais il peut y avoir des bactéries. Oui, alors c'est un virus, mais pour d'autres phénomènes, comme par exemple les épidémies de gastro qui démarrent à partir de septembre-octobre, là, c'est ça, un peu vrai, c'est la saison de la gastro. On a appris à travers cette épidémie à se laver les mains. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, en plus, ce qui était parfois inhabituel dans certains milieux. Mais je pense que le Covid-19 a quand même une incidence quand même assez importante. Il y a quand même des cas extrêmement graves. On peut pas dire que ça soit un petit virus qui vous donne juste 38 et puis on revient au travail. C'est pas du tout ça. Vous avez quand même des effets liés à ce virus qui sont dramatiques, parfois même chez les sujets jeunes, hein. Des atteintes neurologiques. Mais sous votre couvert, si on a intégré que ça, c'était une mesure de protection, une mesure de prévention qui peut être mise en place par les organisations, les entreprises dans leurs devoirs habituels d'employeur, ça veut dire que l'entreprise peut être plus forte après sur d'autres phénomènes. Sur d'autres phénomènes. Parce qu'on ne va pas combattre forcément la mortalité, on va combattre l'absentéisme, la perte d'efficacité, les cours annulés parce que on a soit des adhérents, soit des enseignants qui sont absents pour gastro, pour grippe saisonnière, etc. Aussi qu'on a vu, les conséquences mentales aussi, hein, la santé mentale. Je pense que c'est quand les gens ne peuvent plus travailler. Mais en plus, c'est vrai qu'il faut
dans ce document, quand on parle d'infection, moi, je crois qu'on a intérêt de virus, on a intérêt aussi à se rapprocher en fait du médecin du travail, du service de santé au travail, qui va pouvoir vous conseiller fortement sur comment on se contamine, quel type de virus. Je crois que c'est très très important à mon avis d'avoir cet avis médical dans ces cas-là, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas médecin, ça peut être très compliqué. Déjà pour nous, c'est compliqué parfois quand on n'a pas toutes les données. Donc j'imagine quand on n'est pas médecin, ça devient extrêmement compliqué de faire un document d'évaluation des risques qui soit efficace et voilà. En même temps que vous donnez quelques éclairages un petit peu du point de vue. Non, je vois, c'est une façon de reporter un problème médical à la base sur l'employeur. Non, je pense pas. Je veux dire que si vous voulez que vos entreprises elles continuent à fonctionner, et puis vous avez quand même un rôle social. Je pense que ça permet aussi, si vos salariés sont bien protégés, ils seront très reconnaissants aussi. Hein. Donc ça pas que je pense que c'est très important aussi. Est-ce que ça veut dire aussi que l'enjeu c'est pas de dire que un tel est responsable et pas l'autre, etc., mais qu'on voit bien sur la strate qui est la question de l'État, la question des fédérations au niveau du sport, la question des employeurs, la question des comportements individuels. Finalement, on a affaire à un phénomène qui est tellement massif que la question des co-responsabilités sont complètement engagées. C'est-à-dire que l'enjeu, on va dire pour quelque part tenir l'activité, les activités de plaisir, de loisirs, de sport, d'entreprise et les activités absolument essentielles. Quand je dis essentiel, pardon, aucune activité n'est pas essentielle. Les activités absolument stratégiques, comme la logistique, par exemple, ou le numérique, etc., ça veut dire que quand même, ça engage la co-responsabilité, comme le disait Angela Merkel encore aux Allemands il y a quelques jours, ça engage la co-responsabilité de chacun. Et ça montre vraiment qu'il n'y a pas de frontière entre chez soi, le travail, les loisirs. Il y a un continuum. Parce que le virus circule, quel que soit le lieu. Il se connaît ni l'entreprise, c'est un continuum. Et je pense que et on en sort tous plus intelligents, à mon avis, et plus solidaires si on se penche sur ce problème et comment éviter cette maladie. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Merci Bernard Bétain. On arrive tout doucement au terme de notre discussion. Je me tourne peut-être vers les personnes qui sont avec nous en numérique. Alors on vous lit et du coup ça alimente chez nous aussi la réflexion. Est-ce que vous souhaitez éventuellement prendre la parole avant que nous passions je vous propose Didier Bauer peut-être un mot de conclusion, mais avant que Didier Bauer conclue, est-ce que vous souhaitez faire une intervention en plus des commentaires que nous avons lus et qui nous font réfléchir, qui nous donnent de la plasticité neuronale? Pas d'autres demandes d'intervention? Peut-être Muriel Keller, une petite incise assez brève avant de passer le micro une dernière fois à Didier Bauer sur peut-être 2-3 points d'éclairage sur d'autres situations d'entreprise. Oui, tout à fait. Je voudrais juste compléter parce on a beaucoup parlé médical, mais la santé mentale, je dirais, des salariés, ça relève aussi du rôle du manager. Et dans les différentes investigations que j'ai pu mener dans d'autres entreprises, d'autres organisations, on se rend compte déjà d'une part que les salariés sont en demande aussi de revenir à une séparation plus nette entre le monde du travail et le monde et la vie personnelle. Parce que, alors, des salariés ont bien vécu le télétravail parce que ils ont pu s'organiser autrement, bien sûr. Mais ce qui ressort quand même aussi globalement, c'est que le travail a fait une irruption pas toujours très bien vécue dans la vie personnelle et empêche aussi à la vie personnelle et sociale de jouer ce rôle de régulateur notamment par rapport au stress. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je voulais souligner aussi, c'est que, et on le voit aussi dans les organisations sportives, le travail à distance sera d'autant mieux vécu que des relations de confiance se seront instaurées avant dans les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On le voit, c'est vrai aussi notamment dans la gestion de projet, par exemple. Un projet peut être mené à distance à partir du moment où les gens se sont d'abord rencontrés et ont créé les conditions d'un travail en confiance. Et ont pris le temps de se connaître. Donc, c'est un travail que les entreprises et les managers en particulier doivent faire. Alors, ça prend du temps, ça se fait dans la durée. C'est vrai pour des partenaires de territoire, c'est vrai pour... voilà, c'est le fait de pouvoir travailler physiquement ensemble à un moment donné qui permet ensuite d'avoir un travail à distance plus apaisé et de qualité. Une troisième chose, vraiment, et je voudrais juste conclure là-dessus, c'est l'importance d'avoir un retour, de faire un bilan dans les entreprises de cette première phase et de prendre acte, on parle de reconnaissance, de prendre acte des glissements de fonction, de prendre acte du fait que des salariés sont allés au-delà du prescrit
pour souvent prendre des décisions qui ont bénéficié aux entreprises, et de prendre vraiment acte de cette capacité, de cette intelligence de terrain, de cette capacité qu'ont les salariés à prendre des décisions, et donc par voie de conséquence, de prendre ça en compte et de les associer, de les consulter et de les associer à la prise de décision par ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et on se rend compte, ça a été dit d'ailleurs, que le fait d'avoir le sentiment de maîtriser aussi un peu plus son destin, ça permet aussi de concourir à une bonne santé mentale, à un engagement aussi dans l'entreprise, c'est-à-dire que ça concourt complètement à l'engagement des salariés et donc à leur performance aussi dans l'entreprise. Et ça leur permet aussi de se préserver parce qu'ils ont plus le sentiment de maîtriser aussi leur destinée et d'avoir une utilité sociale dans l'entreprise, qui est aussi un autre élément très important qui ressortait des consultations que j'ai pu faire. Merci Muriel Keller pour ces éclairages. Merci mille fois Bernard Bétain pour votre participation. Merci encore à Claude Cunego qui nous a déjà quittés. Il est sur d'autres activités professionnelles. Et on finit peut-être ce rendez-vous en restant quelque temps encore avec vous, Didier Bauer. Quels vont être, après ces rebonds, cette longue attente, ces empêchements dont on a parlé aujourd'hui beaucoup, quelles vont être les premières énergies que vous allez, en tant que président de la SPT-TMS, mettre dans la réouverture, la reprise de vos activités? Allez, on espère peut-être le 7 janvier, peut-être le 20, mais peu importe, c'est en 2021, quoi. Quelles sont les premières énergies que vous allez mettre? C'est quoi? Vous allez fêter l'ouverture, vous allez restructurer, vous allez réinviter vos sportifs à venir pratiquer chez vous. Comment ça va se passer ce moment-là? Qu'est-ce que vous espérez de ce moment-là? Effectivement, on n'a pas d'échéance, mais tant pis, quelque part. C'est pas aujourd'hui une question de date ou même de quelques jours ou même d'un mois, hein. Maintenant, on a appris à être patient et essayer de se projeter. Donc, je voudrais finir sur un message effectivement positif. Alors, c'est étonnant, cette idée, parce qu'on l'a eu, on va la mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on veut faire une fête de réouverture. On a prévu d'inviter tous nos adhérents. Vous allez célébrer la vitalité. On va célébrer effectivement la reprise, quand on ne le sait pas, mais on va le faire parce que je pense qu'on en a tous besoin. Il viendra qui veut, mais tout le monde, toute section confondue, toute activité, on va le faire. Donc ça, c'est programmé dans les... C'est quoi? C'est le plaisir de se retrouver? C'est la nécessité de convoquer tout le monde physiquement pour se voir en vrai? Non, c'est d'abord le plaisir. Je pense que c'est d'abord le plaisir de se retrouver par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est la notion de solidarité. Et Muriel l'a bien analysé chez nous et dans son reporting il y a une dizaine de jours, elle l'a bien mis en avant. Je pense qu'on ne peut pas sortir de cette crise comme on y est entré. Si on n'a pas progressé individuellement et collectivement, on a perdu du temps par rapport à ça. Et ça, on le ressent. Il y a eu des moments de doute, il y en a encore, des flottements, des décrochages par moments. Mais globalement, la notion de solidarité, elle s'est exercée. Il y a des gens, effectivement, qui ont été bien au-delà de leurs prérogatives naturelles pour continuer à porter le club et le lien qui est à l'intérieur. Et je rejoins tout à fait Bernard Bétain sur l'idée que c'est une responsabilité. En dehors d'être président de la SPT-TMS, une activité professionnelle, et en tant que dirigeant, on a une notion de protection de nos salariés, de bien-être de nos salariés. Et simplement pour leur performance. On veut aller simplement dans le sens de la productivité, dans ce sens-là. Et ben, dans un club sportif, c'est la même chose. Troisième élément que je vais amener, rien que l'idée que Slimane a évoquée de contact là, et j'allais dire momentanément, ou même dans le temps, de créer des liens sociaux avec d'autres structures qui sont en plus à quelques centaines de mètres de chez nous. On l'a fait, on a commencé avec Domitis. On était en train de travailler avec ce qui est dans la même structuration quelque part, pour que ces personnes ne restent pas en vase confiné. Ils sont des personnes qui vont jusqu'à 100 ans ou plus, je le souhaite. Quelque part, on n'est plus dans la sport compétition, on est simplement dans le bien-être et parfois même la sortie. Je veux dire, sortir, aller momentanément dans un club, je veux dire, ou que des éducateurs d'un club viennent dans ça. Donc, on va travailler dans ce sens-là, et je pense que cette crise est un formidable accélérateur par rapport à ça, parce qu'on sent que c'est une nécessité. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était effectivement cette notion de sport santé. Alors, c'est un mot pour en faire un débat en soi-même, hein, le sport santé. On a déjà entrepris ça, on travaille avec des kinés, on travaille avec des médecins quelque part, parce que la prise en charge soit post-médicale, parce que ça nécessite, après un cancer du sein par exemple, la pratique du sport va être positive, reformateur, resociabilisant. Ça peut être réparateur. Réparateur, exactement, tout à fait. Pardon, allez-y. Et puis même pour les signes de soi aussi, hein, ça va permettre aux gens de se dire, je suis capable encore de faire quelque chose.
capable de. Voilà, j'ai un corps et je l'utilise et je suis capable. Et c'est une bande dessinée. Ça stimule la plasticité neuronale. Tout à fait. Ça stimule. C'est le mot du jour, mais effectivement, et notre fédération a développé des labels sport entreprise, sport solidarité. Muriel l'a évoqué très rapidement vers les autistes. Notre président du judo a une formidable activité de lien social. Avant même le sport, c'est la réintégration. C'est effectivement, j'existe, je suis considéré, je ne suis pas quelqu'un de malade ou qui a été malade, je suis un être humain qui est intégré à un système quelque part. Et au niveau du sport santé, on a une voie, je ne vais pas dire royale, mais on a une voie au contraire importante à gérer parce que le sport, c'est pas un acte isolé, c'est un acte de bien-être qui nous considère tous. C'est pas que la compétition. Certains vont aller au travers de la compétition, d'autres tout simplement pour retrouver du bien-être. Donc, au contraire, je pense que ce Covid-là, quelle que soit encore la durée, doit nous apprendre non seulement à réfléchir, mais à agir très, très rapidement. Et mes coordonnées sont à disposition de Madame Malassé pour qu'on se rencontre très rapidement. Voilà. En tout cas, Didier Brouwer, qu'est-ce qu'on vous souhaite sinon encore beaucoup de vitalité, c'est-à-dire que on l'espère cette disparition progressive du virus sur le globe terrestre nous permette localement à la SPTMS naturellement de retrouver autant de vitalité que vous en aviez avant la question de la pandémie. On espère aussi, enfin on va pas naturellement résumer cet atelier parce qu'on est en plein travail et donc l'émission est enregistrée, on va y compris probablement retraduire un petit peu les éléments et naturellement le replay va être disponible dans quelques jours, Pauline, peut-être sur le YouTube, la chaîne YouTube du club Metz Technopole. Donc voilà, on aura encore plus de visites et d'écoute de notre propos. En tout cas, merci beaucoup et puis courage à vous et puis on a besoin de votre vitalité pour que vous puissiez entretenir cette dynamique intergénérationnelle, interculturelle sur le territoire à travers la question du sport. Merci beaucoup Bernard Bétain. Et nous nous retrouvons, Muriel Keller, je vous laisse le mot de la fin. Nous nous retrouvons où la semaine prochaine? Alors, déjà, merci aussi aux contributions sur le chat. Ça aussi, ça sera conservé avec la vidéo, j'imagine. Je parle sous le contrôle de Pauline. Mais effectivement, ce sont des contributions qui sont très intéressantes. Je les lisais aussi en parallèle. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve le 16, donc c'est mercredi. Le thème, c'est travailler en collectif, le dialogue social, la communication, avec le témoignage particulier des entreprises. Alors, gris découpage, on dit groupe gris maintenant. Et puis, l'entreprise du numérique Bluepad, une jeune entreprise innovante. Et là, je parle sous ton contrôle, Jean-Michel, ce sera chez Gris Découpage. Chez Gris, à Léménil, en principe. En numérique, et nous sommes voilà. dans les locaux de Gris Découpage. De Gris à Léménil, voilà. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Experts, peut-être on peut les citer. Le cabinet Fidal, Laurence Guettaf-Pechnet, qui est chef de cabinet de relations sociales chez Fidal, sera présente à ce moment-là pour nous parler de la question du cadre, un petit peu des relations dans lesquelles le travail se réorganise, etc. C'est important. Le droit du travail, la question faut-il faire des cadres ou pas, est-ce qu'on peut être disruptif tout le temps sans cadre, on va discuter de ces questions. Il dit Monsieur Juncker, qui est le secrétaire départemental de la CFDT en tant que un des partenaires sociaux qui négocie la question du travail aussi et la question de l'organisation du travail, sera aussi présent aussi dans un dialogue probablement avec Laurence Guettaf-Pechnet. Et il y a une troisième personne experte qui sera pour nous précieuse, qu'on connaît plutôt bien dans ce travail-là, c'est Éric Brangier, qui aura probablement une expertise à nous apporter sur la question de la relation à distance ou relation en présence et la question de la proximité et la dynamique du travail. Mais là aussi, on le laissera nous apporter des éléments précieux. Merci à tous. Et à très très bientôt pour ce troisième, on clôt ce troisième temps à très très bientôt pour ce quatrième temps chez Gris Découpage.